Tout le monde croyait qu'il était juste un aventurier minable de rang F, mais il est tombé sur une foutue carte servante dorée qui invoque une déesse SS badass. Avec elle, il va bientôt devenir le plus fort de tous. Qui, ce gamin, décide de devenir aventurier en quête de gloire dorée. Mais la chance ne lui sourit pas, il bosse comme un dingue depuis 2 ans et il est toujours coincé au putain de premier étage du donjon. Comme d'habitude, Kai file vers les cavernes, traînant comme une loque jusqu'à un slime au sol. Au lieu d'attraper une épée, il sort de l'insecticide et pulvérise 2 bouteilles sur la bestiole, la regardant se dessécher et crever. Il est tout fier de ses talents anti-slime. Pas étonnant, c'était son 999e slime. Le type grind comme un PNJ, jurant d'atteindre le cap des 1000. Kay s'enfonce plus loin dans le donjon et bam, il aperçoit un slime doré posé sur un pilier. Il pète un câble de joie, sûr d'avoir trouvé le spawn rare pour son 1000e, sauf que celui-là, c'est pas du gâteau. Quand il veut le vaporiser, le slime saute du pilier comme si de rien n'était. Kai se laisse pas démonter, il sort un pulvérisateur costaud rempli de pesticides et le mitraille jusqu'à l'abattre. Il fête son putain de 1000e kill, se prend pour un champion. Il meurt d'envie de vérifier ses stats, sûr d'avoir up, mais son niveau n'a pas bougé et il vient de tuer un slime doré pour rien. Il décide d'en rester là, espérant au moins du loot sympa. Au lieu d'un noyau de mana banal, il trouve une petite carte dorée avec une fille dessinée dessus. D'abord perdu, il comprend vite ce que c'est. C'est une carte servante, un objet ultra rare, il check les stats. La servante est une Valkyrie nommée Sylphie. Il la cherche même sur Instagram, mais il y a 0 info sur elle en ligne. Kay préfère sortir du donjon avant de creuser plus loin. En remontant, il croise une bande d'aventuriers bardés d'une armure de ouf et Kai les regarde d'un œil vert de jalousie. Il se demande s'il pourra un jour s'acheter un truc pareil et va à l'accueil pour échanger les noyaux de slime contre de l'argent. L'hôtesse Hitsugaya file à mon pote Kai 500 yens par noyau. Il finit donc avec 1500 yens au total, pas fameux. Mais Kai prend le fric et rebondit partout, puis il s'arrête net et demande à Hitsugaya combien vaudrait une carte de serviteur rare, surtout si elle est de classe divine. Hitsugaya réfléchit une seconde et assure direct qu'une carte comme ça serait super recherchée, facilement valant plus d'1 milliard de yens sans transpirer. Kai hallucine, garde ça pour lui, va à son casier, fourre ses affaires, se change et se tire. On découvre que le donjon fait partie d'un parc d'attractions où les gens prennent des abonnements pour aller chasser des trucs de valeur. On voit ensuite des gamins déguisés qui se prennent pour des explorateurs en herbe. Mais Kai est ailleurs, obsédé par cette fichue carte. En attendant le train, il tombe sur ses 2 potes, Shinji et Hayato, et ils montent tous ensemble. Kai leur dit qu'il est toujours niveau 3 et demande pourquoi il n'explore plus les donjons. Hayato répond qu'il y a 2 ans, quand ils ont commencé, ils sont arrivés au 2e étage et ont croisé un gobelin. Ils pensaient le défoncer facile, mais le gobelin les a tous mis KO sans forcer. Depuis ce jour, Shinji et Hayato ont décidé que les donjons c'était pas pour eux et préfèrent profiter des autres attractions avec leur passe. Le soir venu, Kai descend du train et rentre à pied. Il dîne en famille, prend un bain et s'écroule. Le lendemain matin, il se demande encore s'il doit vendre la carte. 1 milliard de yens lui paierait toute l'armure qu'il veut et autant de jeux vidéo qu'il désire. Mais une voix l'interrompt, c'est sa copine Katsu qui demande où il était la nuit dernière. Il ment direct en disant qu'il était en soirée avec Shinji et Hayato. Sauf que les deux le repèrent et foncent homme sur lui. Kay les attire vite à l'écart et les supplie de ne rien dire à Katsu sur sa virée en donjon hier. Ils promettent de garder ça secret, mais quand Katsu demande ce qu'ils ont fait à la soirée, chacun raconte des conneries différentes. Bornes d'arcade, karaoké ou bowling. Katsu n'est pas dupe, il sent la supercherie et demande si Kai est retourné dans les donjons. Notre gars ment comme un arracheur de dents et s'en sort de justesse. Plus tard à l'école, Kai interroge ses potes. « Que feriez-vous avec une carte de serviteur ?» Sans hésiter, ils répondent qu'ils la vendraient direct, ça vaut une blinde, et de toute façon, on ne peut pas invoquer hors donjon. Kai envisage de la monnayer, mais quand il retourne au donjon, il décide finalement de la garder. Le mec veut devenir l'un des plus grands aventuriers au monde. Il se planque, évite les caméras, sort la carte et invoque Sylphie, la Valkyrie, comme serviteur, prête à obéir au doigt et à l'œil. Soudain, la carte s'illumine, une lumière éblouissante jaillit et elle se transforme en une femme immense avec des ailes dans le dos et une poitrine imposante.
Elle saisit Kai et disparaît comme par magie. Kay est abasourdi, il essaie de comprendre ce qui vient de se passer. En se retournant, il voit une petite guerrière en armure à côté de lui. Il demande qui elle est et pense qu'un gamin s'est perdu. Mais la mini-fille le remballe. Elle est la Valkyrie Sylphie, son serviteur désormais. Tous les rêves de Kai de devenir un aventurier badass s'effondrent en un instant. Il s'écroule au sol en regrettant de ne pas avoir vendu cette fichue carte, mais il se reprend et se relève. Il dit à Sylphie qu'il faut chasser des slimes. Elle affirme tout de suite en sentir un tout près, alors Kai décide de tester son flair et lui demande de le guider vers le monstre. Sylphie trouve le slime sans problème, Kai lui demande si elle peut l'abattre. Elle accepte sans hésiter et sort au grand jour. Kai n'attendait pas grand chose de cette petite, mais putain, Sylphie lâche une attaque de foudre si puissante que pendant un court instant, Kai croit que la grotte entière va s'effondrer. Kay s'avance vers elle et lui demande si tout va bien, mais elle rougit et avoue qu'elle meurt de faim, qu'il lui faut de la bouffe, alors Kai se souvient que les serviteurs mangent les noyaux de mana. Il lui donne celui du slime, elle le remercie et ajoute qu'il y a d'autres slimes dans le coin. Il lui demande si elle a retrouvé ses forces, elle hoche la tête, prête à repartir, mais attend. Kai la stoppe et demande si elle ne peut détecter que des slimes. Sylphie lui répond cash qu'elle sent toutes sortes de monstres, pas seulement des slimes. Mais après chaque combat, elle a faim et doit bouffer un noyau de mana. Kai fait les comptes et réalise que chasser des slimes ne paiera pas les factures, il ne s'enrichira pas comme ça, alors il monte un plan et charge Sylphie de traquer les slimes pour lui, elle accepte sans hésiter. Ensuite, il se donne à fond avec ses vaporisateurs, éliminant les slimes un par un. C'est le choix malin car les trouver est une vraie galère. Comme ça, il va droit au but et les pulvérise avec ses sprays d'insecticides bon marché. Après en avoir dégommé pas mal, il monte au niveau 4 et débloque une compétence passive. Tueur de slimes. Ça lui file plus 50% de stats contre les slimes. Il paraît un peu déçu, mais Sylphie le remonte en lui rappelant qu'obtenir une compétence, c'est déjà une victoire. Il la regarde, sourit et la remercie pour l'aide, puis annonce qu'il rentre car il se fait tard. Sylphie lui demande s'il la rappellera bientôt et il promet de la ressusciter dès que possible. Il la renvoie dans la carte de serviteur et rentre. Il passe d'abord à l'accueil vendre les noyaux de mana et Hitsugaya est littéralement choquée. Elle dit qu'il a explosé le record quotidien d'extermination de Slims et veut savoir comment il a fait. Kay fait le malin, aimant que c'était juste de la chance. Il récupère sa prime de 15 000 yens et file chez lui. Cette nuit-là, il pense déjà à monter au 2e étage du donjon. Les gobelins font peur, mais il est sûr qu'avec Sylphie à ses côtés, ils n'ont aucune chance. Il rêve aussi de quand il était gosse, assis devant la télé avec sa copine Katsu, regardant une interview du père de Katsu, l'aventurier le plus célèbre. Cette interview laisse Kai bouche bée. Sur le champ, il décide de marcher sur ses pas et de devenir aventurier. Le lendemain, réveil plein de détermination et de confiance, il s'équipe. Sylphie à ses côtés, épée et bouclier achetés avec son argent durement gagné. Il a dans la tête de nettoyer chaque fichu donjon et de devenir l'aventurier le plus légendaire du monde. En entrant dans la grotte, ils avancent quand Sylphie sent que quelque chose cloche. Elle demande à Kai s'il va bien. Le mec est pâle comme un linge et tremble comme une feuille. Kay aggrave la trouille de cette grotte mais il ment à Sylphie, prétendant être juste super excité. Dès que Sylphie dit qu'elle perçoit un gobelin proche, Kai bascule et se met à filer à toute allure. Sylphie est complètement perdue et lui demande ce qu'il fout, mais Kai lui ment droit dans les yeux, prétextant une urgence à la maison. Puis il se souvient soudain de l'interview du père de Katsu à la télé. Il réalise qu'il ne peut pas abandonner ses rêves comme ça. Il prend son épée en bois et demande à Sylphie de montrer le chemin. Il trouve le gobelin endormi derrière un énorme rocher, mais Kai est trop pétrifié pour bouger. Il demande à Sylphie si elle peut s'en charger, elle est prête à fond et se met en position pour lancer un sort. Le gobelin se réveille, prêt à en découdre, mais Kai se précipite entre eux, épée en main, disant à Sylphie qu'il a changé d'avis et de rester prête à le couvrir. Kay fonce sur le gobelin, balançant son épée, mais il rate et le gobelin recule. Cette fois, le gobelin contre-attaque pour le mettre à terre, mais Kai part le coup avec son bouclier au dernier instant. Les échanges s'enchaînent, lutte acharnée, mais Kai prend de l'assurance. Il pousse le gobelin qui tombe au sol. Kai voit l'occasion et tente les stocks, mais le gobelin bloque, attrape l'épée et désarme Kai. Le gobelin lui saute dessus, prêt à achever le travail. Kai recule sans défense, puis se rappelle qu'il a ses sprays. Il les sort en vitesse et en asperge les yeux du gobelin. Le gobelin est aveuglé et Kai en profite pour asséner le coup final. Il saisit son épée et se rue, mais Dami trébuche sur une pierre et tombe, embrochant par accident le gobelin en plein thorax, le supprimant sur le coup. Sylphie est toute contente à féliciter Kai, mais ce mec-là flippe encore à mort.
Il attrape le cristal de mana, reconnaissant d'être vivant, quand soudain une lueur dorée l'enveloppe et il se rend compte qu'il a encore pris un niveau. Il regarde ses stats et découvre une nouvelle compétence nommée tueur de gobelins. Il a des sentiments mitigés pour ce truc nul, mais bon, une compétence reste une compétence, il la garde et continue. Il s'enfonce dans la grotte quand un gobelin les attaque sans prévenir, mais Sylphie tient la baraque avec sa barrière défensive, encaissant toutes les attaques comme une chef, pendant que Kai découpe la bestiole avec un timing impeccable et l'achève. Ensuite, il aveugle un autre gobelin avec son vaporisateur, puis le termine, troisième mise à mort. Pendant que Sylphie traîne son corps vers un autre gobelin, Kai le tue d'un coup à la tête et passe au niveau 6. Ils reprennent leur route et Kai demande à Sylphie si elle connaît ses donjons, mais elle répond qu'elle n'en sait rien, sa seule mission étant d'aider son maître. Ils avancent encore et tombent sur le dernier gobelin de la journée. La brute attaque Kai, mais Sylphie lâche sa magie électrique et pulvérise la créature. Kai lui donne le noyau de mana et ils sortent. Kai remet les cristaux de mana à Tsugaya. Une fois de plus, il raconte des cracks en affirmant que tout ça n'était qu'un coup de chance, puis il rentre chez lui et putain son corps le fait souffrir, il n'arrive même plus à bouger du lit. Le lendemain matin, il traîne son sale corps à l'école avec Katsu. Katsu devine vite la situation, il sait que Kai a dû aller dans les donjons, mais Kai nie tout en bloc, prétextant qu'il faisait juste de la muscu au gymnase. Katsu laisse passer et il continue. Arrivé en classe, Kai balance à Shinji et Hayato ses nouvelles aventures dans le donjon niveau 2, leur racontant comment il a littéralement tué 4 gobelins. Ils sont choqués, ont du mal à croire que Kai ne raconte pas de bêtises, mais il jure qu'il dit vrai et annonce qu'il va s'enfoncer encore aujourd'hui. Après les cours, ils retournent au donjon avec Sylphie. Ils explorent les zones éloignées de la grotte, éliminant des gobelins grâce à un super travail d'équipe. Sylphie bloque les attaques pendant que Kai porte le coup fatal et quand il est fatigué, Sylphie prend le relais et achève les monstres avec sa magie électrique. Après cette aventure, Kai dort comme une souche la nuit. Le lendemain, il passe à une barre de métal et inflige de sérieux dégâts aux gobelins, mais il est tellement crevé qu'il s'endort même en cours quand tout tourne autour de lui. Mais ça ne l'arrête pas pour autant. Il retourne dans le donjon jour après jour, dégomme des gobelins par tous les moyens jusqu'à atteindre le niveau 10, un vrai cap pour lui. Cette fois, il débloque une compétence spéciale appelée Amour Divin. À chaque montée de niveau, ses statistiques grimpent. La puissance dépend de l'attention que lui accorde la déesse. Du coup, il décide de lui avouer à quel point il kiffe explorer avec une partenaire comme Sylphie. Pauvre fille, elle ne se doute pas du manipulateur qu'il est, alors elle le remercie joyeusement d'être là et adore bosser avec lui. Après, le prochain monstre qu'il croise est un squelette lumineux du jamais vu pour eux. Kai prévient Sylphie de rester sur ses gardes, elle érige sa barrière magique pendant que les squelettes fondent sur eux. Le squelette frappe la barrière, essaie de la briser, mais Kai saute à l'attaque avant qu'il ne perce. Seulement, voilà, son coup ne sert pas à grand chose, ses armes sont trop faibles pour ce spawn rare. Il demande alors à Sylphie d'intervenir, elle incante et envoie un éclair qui réduit le squelette en poussière sur le coup. Cette fois, le noyau mana qui tombe est d'un rouge vif. Kai se demande si c'est rare, mais il le donne à Sylphie. Elle dit qu'il a meilleur goût que d'habitude. Plus tard, en remettant son butin à Hitsugaya, il l'interroge sur ce noyau du squelette lumineux. Elle lui répond que c'est une récompense assez rare et que ça peut valoir environ 2 millions de yens, ce qui écrase Kai. Il aurait pu devenir millionnaire, mais Sylphie a mangé son fric. Hitsugaya le rassure un peu. S'il en a trouvé un, il a de bonnes chances d'en recroiser. Cette nuit-là, il rumine l'argent perdu, mais se dit que bon, il a quand même monté tellement de niveaux. Il se demande s'il peut maintenant attaquer le 3e étage, mais il sait que là-bas, les ennemis viennent en groupe et deviennent nettement plus dangereux. Il décide donc de garder ça en tête et de rester prêt. Le lendemain, il demande à Sylphie de juste surveiller sans rien faire. Elle flaire qu'elle a fait une bêtise, prend peur et s'excuse sur le champ. Mais Kai explique qu'il veut aller au 3e étage, mais qu'il a peur de trop dépendre d'elle pour se faire sauver la mise, donc il préfère devenir plus fort d'abord. Sylphie semble soulagée et lui souhaite bonne chance. Et là, sans prévenir, un putain de gobelin surgit derrière un rocher. Kai, confiant, dit à Sylphie de rester en retrait pendant qu'il s'en occupe, sauf que le plan foire totalement et il se fait éclater. Il doit acheter des potions à Hitsugaya, ce qui lui bouffe toutes ses économies. Cette nuit-là, il réfléchit qu'il lui faut plein de noyaux de mana pour nourrir Sylphie et s'équiper. Alors il décide de repartir à zéro et retourne au 1er étage, tuer un maximum de slime pour gagner niveau, compétences et noyaux. Après plusieurs jours à cravacher tout seul dans les donjons, il ramasse enfin assez de noyaux de mana pour oser passer au 3e étage. Mais juste avant de quitter la grotte, Sylphie dit qu'elle sent un slime différent. Et bon sang, elle a raison.
Kai repère un Slim argenté tout près, il fonce avec son pchit gun, mais la bestiole est rapide et esquive. Heureusement, Sylphie est là, prête à agir. Elle lâche sa magie foudre et le tue net, et là, incroyable, le Slim laisse tomber une autre carte de serviteur. Quelle putain de chance! Kai la ramasse, c'est une carte rang démon pour une servante nommée Luceria. Il regarde Sylphie, elle paraît contrariée, ce qui lui fait réaliser que démons et déesses ne font pas bon ménage. Malgré tout, il suit son envie et sans en parler à Sylphie, il invoque la servante démon tout de suite. Une énorme flamme rouge les entoure et une gigantesque démon apparaît, traversant Kai de son corps éthéré comme avec Sylphie. En bas, il voit une créature plus modeste mais avec des ailes de chauve-souris et des cornes. Il réalise qu'avec une démon et une déesse de son côté, son groupe deviendra imbattable. Il est abasourdi en voyant que la petite n'a rien à voir avec la jolie fille sur la carte. Bref, ils font les présentations et échangent leurs noms. La petite trouve Kai peu fiable et peu futé, et Sylphie n'apprécie pas qu'on insulte ainsi leur maître. Luceria lui dit de ne pas s'inquiéter pour le langage grossier, tous les démons parlent comme ça, et que Sylphie n'en a rien à faire si c'est la règle. Puis Luceria demande à Kai qui est Sylphie, et remarque qu'elle ressemble à une Valkyrie. Sylphie répond qu'elle est la servante de Kai comme Luceria et qu'elle est prête à coopérer. Luceria est du même avis et demande à Kai un noyau de mana parce qu'elle a faim, mais il la remballe en disant qu'elle n'a encore rien prouvé. Soudain, Sylphie repère un Slim non loin et Luceria, toute fière, s'en charge. Elle sort une technique surpuissante, flammes infernales de destruction, et réduit le Slim à néant. Kai lui donne le noyau après qu'elle l'exige. Un seul noyau ne lui suffit pas, elle en veut d'autres. Kai prétend n'en avoir plus, elle le traite d'avare, puis il lui demande de montrer son autre attaque, le souffle corrosif. Elle grogne de devoir bosser sans plus de cœur magique, mais il promet d'en donner plus tard. Ensuite, elle utilise son souffle corrosif contre un gobelin qui fond littéralement « c'est trop dégueu pour que Sylphie et Kai regardent ». Kai lui tend le noyau et Luceria préfère le goût de celui-là. Alors elle suggère d'explorer les étages inférieurs pour trouver des noyaux plus savoureux sur des monstres plus puissants, mais Kai la retient, disant qu'il y a plus de monstres au 3e étage. Luceria ne voit pas le problème et Kai lui répond qu'ils doivent d'abord sécuriser de nouvelles armes et des provisions avant de descendre. Il lui demande si elle connaît ce donjon et comme non, elle accepte de l'écouter. Il dit qu'ils iront au 3e étage demain parce qu'elle pourrait être fatiguée aujourd'hui. Elle n'est pas fatiguée mais accepte d'obéir après que Sylphie lui a dit d'écouter son maître. Le lendemain, tous trois descendent au 3e étage et on voit que Kai a acheté une arbalète comme nouvelle arme. Sylphie trouve que l'arme lui va très bien et Kai avoue que l'arbalète a coûté une blinde, mais Luceria réplique que le prix n'a pas d'importance. Ils repèrent alors 2 molosses infernaux, Kai vise et rate son tir. Les molosses s'élancent sur lui, mais Sylphie dresse une barrière et lui sauve la mise. Luceria les anéantit ensuite avec ses flammes infernales de destruction. Kai lui donne un noyau, mais elle n'est pas satisfaite et en réclame encore un. Mais Kai lui coupe l'herbe sous le pied. S'il lui laisse tout grignoter, il n'en aura plus pour lui. Elle aime moyen, mais Kaisis lui promet un cœur en plus si elle terrasse plus de monstres, et il tient parole, paraît-il. Elle le menace de l'envoyer en enfer s'il rompt sa promesse, ce qui le fout un peu les jetons. Puis surgissent 2 sangliers sauvages. Luceria recourt encore au feu infernal de destruction, un seul grille, l'autre fonce toujours vers eux. Elle tente une autre attaque, mais Kai l'arrête pour tirer lui-même. Un tir ne suffit pas à abattre la bête, ça le surprend et il chute. Sylphie veut aider avec sa foudre divine, mais juste avant, il achève le monstre d'un coup de feu. Sylphie le félicite, Luceria le traite de mauviette, Kai voit qu'il passe niveau 11 et Luceria réclame plus de cœurs magiques. Plus tard, Kai s'en va en se disant qu'il fera jamais de bénéfice s'il donne tous les cœurs aux serviteurs. En sortant, il entend un groupe d'aventurières. Apparemment, ces 3 filles peuvent atteindre le 6e palier sans souci. Plan sur Kai qui rêve en cours. Il se voit arriver jusqu'au 6e aussi, si on se retrousse les manches. Tout content à l'idée d'explorer plus profond, ses camarades le réveillent en lui reprochant sa décontraction. Eux n'ont pas assez de points pour entrer dans leurs écoles de rêve. Ils apprennent qu'il est détendu parce qu'il n'a même pas choisi d'école. Katsu les entend et demande à Kai quelle école il compte choisir. Il ne sait pas quoi répondre, alors il lui renvoie la question. Elle répond qu'elle va à l'académie Wuka et lui demande s'il va s'inscrire aussi. Comme il n'a pas tranché, il lui dit qu'il ira. Elle est super enthousiaste à l'idée d'aller à l'école ensemble, puis file aider une copine avec des tracts. Kai se demande pourquoi elle est si joyeuse et ses potes le trouvent à côté de la plaque. Retour dans le labyrinthe, son équipe découpe les monstres un par un. À la différence de Sylphie, Luceria demande encore des cœurs à Kai et il n'a pas d'autre choix que de céder.
Sylphie n'est pas ravie, mais Kai ne capte rien à son malaise. Il continue à fournir des cœurs à Luceria. Quand Sylphie le regarde, il lui demande si tout va bien, mais elle ne dit rien. Il sent que quelque chose cloche chez elle sans savoir quoi. Puis on le voit rentrer chez lui. Sa mère mate un feuilleton à la télé et la scène ressemble étrangement à ce qu'il vit en ce moment. En regardant l'épisode, il conclut que Sylphie doit être anxieuse à cause de la nouvelle servante. Il redoute un affrontement entre ces deux servantes, comme dans le Soup, et se demande comment éviter le chaos. Le matin suivant, il croise Katsu en allant au lycée. Elle le trouve complètement crevé. Après discussion, elle découvre qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit et lui propose son aide si besoin. Il tente d'avouer la vérité mais se ravise. Il lui explique que ses deux amis se sont liés à deux filles au caractère opposé et que la réservée n'aime pas du tout l'autre, toute provocante. Ils cherchent tous comment les réconcilier et ça lui tourne dans la tête toute la nuit. Katsu lui demande s'il a parlé à la fille timide et lui suggère d'aller lui demander directement. Plus tard, Kai invoque seulement Sylphie dans le donjon cette fois et elle lui demande où est Lysuria. Il répond qu'il veut qu'elle parle seule toutes les deux. Sylphie rougit, pas très enthousiaste à l'idée. Il lui demande si Lysuria lui déplaît. Sylphie nie. Au début, elle l'a trouvée un peu effrayante, mais maintenant, elle sait que le démon ne lui voulait aucun mal. C'est une fille gentille, qu'elle aime bien. Kay lui demande cash si elle a le moindre problème. Elle dit que non, mais il insiste pour qu'elle se confie. Il lui répète qu'elle compte pour lui et ça la bouleverse complètement. Comme il n'en démord pas, elle finit par cracher le morceau. Une chose la travaille, son maître est beaucoup trop gentil avec Lysuria et elle veut qu'il la traite de la même façon. Kay a l'air perdu, il ne pense pas les avoir traités différemment. Sylphie lui explique que Lysuria reçoit plus de cœur ces derniers temps, que jadis elle parlait plus avec lui avant l'arrivée de Lysuria et elle veut retrouver cette complicité. Kay finit par piger qu'elle est carrément jalouse, alors il accepte de lui filer autant de noyaux que Lysuria et de lui parler plus souvent. Sylphie est super heureuse d'entendre ça. Plus tard, on voit Kai déjà distribuer le même nombre de noyaux aux deux filles. Il félicite aussi Sylphie pour son attaque dévastatrice contre le monstre qu'ils viennent d'affronter. Lysuria veut qu'on la loue aussi, il le fait et elle prend une pause toute fière. Puis il tombe sur un sanglier sauvage et Sylphie l'élimine net et en profite pour gagner un niveau. Kay remarque que toutes ses statistiques ont grimpé en flèche, elle est ravie et Lysuria la félicite aussi. Ils rencontrent ensuite 3 chiens infernaux et Sylphie les atomise d'un seul coup. Kai est vraiment surpris qu'elle puisse en terrasser 3 d'un coup maintenant. Ils affrontent un autre sanglier, Sylphie protège tout le monde avec une barrière. Kai remarque qu'elles sont plus résistantes. Lysuria tente d'attaquer mais Kai la calme et gère la bête seule. Il donne encore des noyaux à Sylphie et Lysuria n'est pas contente de rester sans rien faire. Sylphie lui demande quelque chose d'une voix douce, mais il n'entend pas, il lui demande de parler plus fort, et tout gêné, elle lui demande d'autres noyaux. Plus tard, il se rend compte que monter de niveau a augmenté son appétit, alors il échange ses noyaux contre du fric. Hitsugaya remarque qu'il apporte moins de noyaux ces temps-ci et n'est pas ravi. Le lendemain, on le voit massacrer des slimes au premier étage du donjon. En fait, il en a déjà tué 25, Sylphie le félicite, mais Lysuria n'est pas contente de ne pas pouvoir se battre. Kay lui dit qu'il ne peut pas mettre de côté des noyaux de mana si elle combat à ses côtés. Elle se demande pourquoi il l'a invoqué alors, mais Sylphie lui répond qu'elle est juste heureuse de soutenir son maître comme ça. Kay apprécie leur soutien et ça rend Lysuria heureuse aussi. Mais elle ne dit pas tout et murmure qu'elle continuera de le soutenir. Après ça, il vend les noyaux de Slim et Hitsugaya lui demande s'il a un problème, vu qu'il ne ramène plus que des noyaux de Slim. Kay dit qu'il avait juste eu envie de retourner un peu au premier étage. Hitsugaya pige pas, il devrait déjà être prêt pour le 4e étage. Ensuite, on voit Kaido sur internet à la recherche d'un équipement de malade. Il peut être physiquement prêt pour le 4e étage, mais son matos suit pas. Il rêve d'une armure neuve, a repéré un costume en nanotube de carbone canon, mais c'est hors de prix, donc il doit se débrouiller pour gagner plus de thunes. La scène revient au donjon, il tombe sur un slim métallique bleu et se dit que c'est sûrement son skill Bénédiction divine qui a agi, il s'attend à dropper une carte de serviteur. Puis Lysuria et Sylphie encerclent le slime et l'attaquent ensemble. Le slime n'a aucune chance après ça, mais Kai voit qu'il lâche une orbe magique au lieu d'une carte de serviteur. Il explique qu'avec cette orbe, il peut apprendre un sort et devenir magicien, alors il la claque par terre pour l'activer.
Ça lui donne une nouvelle compétence. Bouldo, il est grave excité de l'essayer et repère un chien infernal pour tester. Il dit cash à Sylphie de lever sa barrière et de protéger tout le monde. Puis il ordonne à Lusiria de tuer le monstre s'il rate. Sylphie érige la barrière, il balance la boule d'eau sur le chien infernal, mais ça n'inflige aucun dégât, alors Lusiria intervient et l'élimine avant qu'il puisse les attaquer. Kay est dégoûté de voir que sa magie est inutile. Sylphie tente de le remonter, c'est déjà incroyable qu'il sache utiliser la magie. Lusiria ajoute qu'au moins il n'aura plus à s'inquiéter pour l'eau potable, mais Kay pense qu'il aurait mieux fait de vendre l'orbe. La nuit, on voit Kay morose au parc et Katsu arrive. Elle lui demande ce qu'il fait là si tard. Il manque cracher qu'il a une nouvelle compétence magique, mais il change de sujet et parle d'un film pourri qu'il a vu avec son pote, déception totale. Ils rentrent ensemble et Kay découvre que Katsu sortait du cours du soir. Il la remercie pour ses conseils l'autre jour, ça l'a aidé à résoudre son problème. Elle se demande si c'était pour lui plutôt que pour ses amis. Il dit que non et elle s'en va chez elle. Kay commence à se demander si elle lui en voulait tout à l'heure, et on voit que Katsu a capté qu'il cache quelque chose. Kay se demande si elle est jalouse comme Sylphie, et même s'il a raison, il refuse d'y croire. Le lendemain, Kay retourne au donjon pour bosser sa boule d'eau. Il commence doucement en tirant une bille d'eau contre le mur. Ça mouille juste la paroi, et il est déjà crevé après un seul sort, mais il continue à s'entraîner. À la deuxième tentative, il propulse la boule d'eau aussi vite qu'il peut. Lui et Sylphie sont super excités. Luceria, elle, reste de marbre parce qu'après 2 lancers, Kay est complètement vidé et s'écroule. Il rentre chez lui et s'écroule dès qu'il touche le lit. Dans son rêve, il revoit son enfance à regarder le père de Katsu à la télé et ça lui a donné envie de devenir aventurier comme dans les émissions. Motivé par ce rêve, il retourne au donjon dès le lendemain et se remet à s'entraîner sur ses tirs d'eau. Il est beaucoup plus rapide aujourd'hui et enchaîne les boules d'eau sur les murs du donjon. Mais au bout d'un moment, sa mana est à plat, il prend une pause pour reprendre son souffle et dès qu'il se sent un peu mieux, il replonge dans l'entraînement. Cette fois, il joue avec la forme de la cascade et la transforme en cube. Ravi du résultat, il continue d'expérimenter et donne toutes sortes de formes à la cascade. Puis il s'épuise vite et s'allonge sur le dos. En sortant un peu absent du donjon, il trébuche et tombe dans les bras d'un autre aventurier. Il se relève en s'excusant et cet aventurier mature et séduisant lui demande si ça va. Kay répond que oui et s'éloigne, mais la maman inquiète le trouve mal en point. Son équipe, par contre, est impressionnée par son acharnement et entre dans le donjon. Plus tard, Kay somnole en cours. Et quand le prof le réveille, il crie qu'il va tout donner à l'entraînement aujourd'hui, ce qui fait éclater de rire toute la classe. À la pause, ses potes viennent lui demander de quoi il parlait côté entraînement. Kay leur répond qu'il travaille une technique cruciale pour réussir dans le donjon et juste à ce moment, Katsu arrive. Elle demande s'il s'entraîne pour le donjon et Kay improvise en disant qu'il parlait de répétition de danse. Katsu, soulagé, lui dit de ne pas en faire trop puis ajoute qu'elle veut voir sa danse un jour avant de partir, laissant Kay et les garçons seuls. Le lendemain, Kay retourne au donjon pour de l'action réelle avec sa sphère d'eau. Il envoie la boule sur un gobelin, mais au lieu d'éclater comme d'habitude, elle reste solide et bouche toutes les voies respiratoires du pauvre, l'étouffant. Sylphie et Luceria le félicitent, puis Kay réalise qu'il ne gagne plus d'XP sur les monstres du 3e étage. Du coup, c'est l'heure de monter de niveau et de descendre au 4e. Kay se dit qu'il lui faut du matos sérieux pour affronter le 4e étage, alors il décide enfin de s'acheter un truc qui était sur sa liste depuis un moment. Le lendemain, il débarque en combinaison moulante. Sylphie trouve ça canon, mais Luceria lui casse l'ego en la traitant de ringarde. Kay rétorque que la combinaison est haut de gamme et coûteuse, faite de nanotubes de carbone qui le protègent sans être épaisse. Il explique que la combinaison encaisse bien les flèches et les attaques perforantes et qu'il a un bracelet amplificateur magique qui rendra ses sorts, même faibles, un peu plus puissants, mais il ne l'a pas encore testé car il n'y a pas d'option pour ça. Kay commence à exhiber d'autres achats, comme une potion, mais Luceria tire Sylphie à l'écart parce qu'elle s'ennuie de la démonstration. Finalement, elle se dirige vers le 4e étage, où Sylphie perçoit un monstre vachement flippant qui approche. Avant que Kay ait pu consulter l'encyclopédie des monstres, une cafard géant déboule, les 2 filles paniquent et s'accrochent l'une à l'autre. Elles balancent des sorts comme des folles en fuyant dans le donjon, et Kay court pour ne pas se faire larguer. Après s'être épuisé, Sylphie et Luceria reprennent leur souffle et manquent tant d'attaquer Kay quand il bondit vers elle. Sylphie fonce pour le serrer en disant qu'elle a eu une peur bleue, tandis que Luceria joue la froideur et prétend ne pas craindre ces misérables bestioles.
Sylphie s'excuse auprès de Kai de l'avoir laissé derrière et le supplie de la gronder. Il lui répond qu'il n'est pas fâché. Ils ont nettoyé le 4e étage en un temps record avec leur déchaînement et il a récupéré plein de noyaux de mana sur les monstres vaincus. Loseria refuse de manger ces cristaux d'insectes répugnants, mais elle a trop faim pour refuser, et évidemment ça a aussi un goût infect que les filles redoutaient. Ensuite, Kai propose, puisque ça leur a donné des cristaux, d'explorer un peu le 5e étage. Sylphie a son 6e sens et sent un monstre de sable et un monstre de boue dans les parages. Kai vise avec son arbalète, rate sa première flèche, et la seconde traverse le monstre de sable qui riposte tout de suite en l'attaquant. Kai crie le nom de Sylphie, elle réagit en vitesse et dresse un bouclier pour le protéger. Kai pense que ces 2 monstres sont immunisés aux attaques physiques, alors il se tourne vers Luceria pour du renfort. Et elle les pulvérise carrément avec son attaque enflammée. Kai demande si elle doit recharger son mana avec ses cristaux dégoûtants, mais ni Luceria ni Sylphie ne veulent en entendre parler, elles continuent d'explorer le 5e sans autre monstre à l'horizon. À ce moment-là, Sylphie remarque quelque chose de bizarre sur un mur, mais Kai ne voit rien de spécial. Elle y va franco et fait exploser un trou avec sa foudre. Et bam, ça ouvre un passage secret. Ils commencent à s'engager, Kai prévient les filles de se méfier des pièges. À peine a-t-il fini sa phrase que Luceria dit que l'avertissement arrive trop tard. Elle met le pied sur un déclencheur et une flèche jaillit. Mais au lieu de la frapper, elle atteint Kai qui s'écroule en se tordant de douleur. L'équipe panique, heureusement sa combinaison le protège d'un vrai dommage, et en quelques minutes, il se remet. Ils avancent encore, mais Laceria marche sur une autre dalle piégée. Kai recule pour éviter la flèche, mais se prend une décharge électrique à la place. Étonnamment, il va très bien et se sent même revigoré. Lyseria lui dit d'arrêter de la faire flipper et quand il demande si elle s'inquiétait vraiment pour lui, elle active son Alt Sunderer et revient à son mode habituel. Plus loin, il tombe sur une énorme porte ornée d'une peinture badass et Sylphie capte une présence monstrueusement puissante derrière. Kai est prêt à en rester là et à rentrer. Mais les 2 filles ne le laisseront pas s'en tirer si facilement. Il essaie d'ouvrir la porte, rien n'y fait, alors Sylphie balance sa foudre dessus. Kai espère sincèrement ne pas finir accusé de dégradation de propriété du donjon. Ils entrent et se retrouvent nez à nez avec 2 monstres balèzes, un ogre rouge et une énorme limace. Kai recule pas après tout ce chemin, alors il ordonne aux filles de concentrer leurs attaques sur l'ogre rouge d'abord. Elta lâche des éclairs et des jets de feu, mais l'ogre n'en a rien à faire, il est immunisé aux compétences. L'ogre fonce cependant et la barrière de Sylphie encaisse l'attaque. Kai dit à Lyseria de gérer la limace pendant qu'il vise l'ogre rouge avec sa arbalète. Chaque flèche lui retire un bout de vie, puis il se retrouve à court de carreaux. L'ogre furieux assomme la barrière pendant que Luxurious galère toute seule contre la grosse limace. En dernier recours, Kai mise sur sa boule d'eau. Il la crée mais elle gèle à cause du bracelet. Il envoie la boule de glace sur l'ogre rouge, érodant lentement sa vie. Mais il se rend compte que son mana fond, Kai ruse. Il transforme ses boules gelées en éclats de glace tranchants plus meurtriers pour l'ogre. Avec ses 3 dernières flèches, dernier coup, il abat l'ogre rouge, il ne reste plus que la limace. La limace va frapper Lyseria, mais Kai se jette devant elle et la protège avec son bouclier. Il retient la limace et ordonne à Sylphie de préparer sa lance divine. Merde, son bouclier et son équipement commencent à fondre. Sylphie s'élance alors avec sa lance divine et la traverse de part en part, mais ça ne lui fait pas tant de dégâts que ça. Kai est prêt à abandonner, puis se souvient de son rôle de héros et charge, esquivant les attaques gluantes. Il sort ensuite son insecticide de poche, énorme ou pas, c'est toujours une limace. La vie de la limace baisse, Sylphie protège Kai avec sa barrière magique, il vide les 2 premières bouteilles, fouille son sac et en sort 2 pulvérisateurs plus puissants. Il arrose tout ça sur la limace et enfin sa vie tombe à 0. Pouf, morte. Les filles, tout excitées, se jettent dans les bras de Kai et lui font mal à l'épaule blessée. Pas de souci, il la recolle d'un coup de potion de soin. Juste après, Loseria gagne un niveau et Kai regarde ses propres stats. Lui aussi a beaucoup monté. Il perd pas de temps et commence à ramasser des noyaux de mana et tombe sur le noyau rouge de l'ogre qui, il le sait, va se vendre cher. Quand il part chercher le noyau du slim, il tombe à la place sur une épée magique de rare qualité, qui ressemble plus à un couteau à steak qu'à une épée enchantée. Plus tard, Kai donne le noyau de mana de l'ogre rouge à Hitsugaya, qui trépigne de curiosité d'où il l'a trouvé. Il lui parle du donjon caché au 5e étage et de la raclée qu'il a infligée au boss. Hitsugaya veut qu'ils aillent vérifier Safisa et révèle que le noyau rouge vaut une sacrée somme. Kei est aux anges et encore mieux, Hitsugaya l'invite à un événement la semaine suivante où ils tenteront le 7e étage en groupe. La semaine d'après, Kai se rend à l'événement et retrouve les 3 filles de l'autre jour.
La chef se présente, Eiri. La fille chat rose s'appelle Miko. Et la dernière, Hikari. Kai se présente à son tour et découvre qu'ils feront tous la même équipe. Pendant ce temps, Katsu rêve du passé. Elle voit son père partir pour le donjon, elle le supplie de revenir vite et il lui promet de rentrer tôt pour dîner ensemble. Il s'en va alors et Katsu se réveille. Elle décide d'aller étudier chez une amie et en sortant se demande si Kai est pris par l'entraînement de danse ou celui de musculation aujourd'hui. On coupe sur la scène où tous les participants font la queue pour se téléporter. L'équipe de Kai se tient la main dans le cercle de téléportation et hop, ils se retrouvent au 6e étage. K est super soulagé qu'ils soient arrivés sains et saufs. Il avoue aux autres que ce n'est que sa 2e téléportation, donc il était nerveux, rappelant que sa première avait été la veille, du 6e jusqu'au sol. Il apprend que c'est pareil pour eux, ils sont aussi stressés. Bientôt, un membre du staff les guide vers l'escalier du 7e étage et précise que l'événement dure 3 heures aujourd'hui. En approchant des escaliers, ils aperçoivent une supérette. Eri demande à Kai s'il veut acheter quelque chose et Kai trouve pratique d'avoir un magasin dans le donjon, alors il décide de prendre des recharges pour son pulvérisateur anti-insectes. Ses coéquipières de remarquent qu'il trimballe plein de bagages, tandis que Kai trouve étrange qu'elle voyage si léger. Elles expliquent qu'elles ont des sacs magiques. Kai est choqué, les sacs magiques coûtent le prix d'un manoir. Ils lui disent que ce sont leurs parents qui ont acheté les sacs et Kai comprend qu'ils viennent tous de familles riches. Airi lui demande alors s'il a le matériel adéquat et, gêné, il avoue qu'il a commencé petit et qu'il monte en gamme, achetant tout avec l'argent des cœurs magiques qu'il vendait. Miko fait remarquer qu'il ne porte qu'un costume moulant. Hikari la reprimande en disant que ce n'est pas poli d'être si direct, puis ils s'équibaquent tous et montent au 7e étage. En explorant, Kai apprend qu'on rencontre surtout des golems à ce niveau. En entendant ça, il se rend compte que ses coéquipières ont dû faire de la reconnaissance ici, et elles expliquent que visiter les lieux est essentiel pour gagner une partie. Kai acquiesce, mais sait bien que ce n'est pas qu'un simple jeu. Soudain, des ombres approchent et ils se mettent immédiatement en garde, mais se rendent vite compte que ce sont juste des membres du personnel qui nettoient le donjon. Ceux-ci les encouragent pour l'événement et poursuivent de leur route. Qui annonce qu'il est niveau 16 et demande les niveaux des autres. Airi répond niveau 18. Hikari et Miko disent de toutes deux être niveau 15 et Miko ajoute que Hikari a 75 PM, ce qui étonne Kai puisqu'il n'en a que la moitié. Il la trouve impressionnante. Ils tombent alors sur un golem de pierre. Airi ordonne à Hikari de préparer sa magie et demande à Miko de protéger Hikari pendant qu'elle affronte le golem. Kai demande quoi faire et Airi lui répond de veiller sur ses arrières. Airi attaque et terrasse le golem toute seule, ce que Kai trouve impressionnant. Ensuite, ils affrontent un golem de bronze. Hikari lance une vague terrestre pour l'enfermer dans une tourbière et Miko invoque son serviteur Snatch qui esquive et envoie un sort de vent. Hikari enchaîne avec une boule de feu et Airi achève le monstre à la lance. Kai admire leur coordination, puis il repère un monstre derrière Miko et Hikari. En se retournant, il voit un golem de fer. Kai l'attaque à l'arbalète sans effet. Airi arrête le golem qui s'en prendrait à Miko et Hikari, mais la peau du golem est trop dure pour infliger de vrais dégâts. Hikari lance sa boule de feu, Miko attaque avec Snatch, mais rien n'y fait et le golem blesse Snatch. Voyant ça, Kai se dit qu'il doit soit invoquer Sylphie, soit Luceria, mais il laisse tomber le couteau-plaque de son sac et se rappelle avoir lu en ligne à propos d'une épée magique. Elle inflige les dégâts que l'utilisateur imagine, alors Kai se dit qu'il doit s'imaginer en train de terrasser le monstre. Il demande à Hikari d'utiliser Onde de terre pour piéger le monstre. Elle s'exécute et la bête est coincée. Il ordonne ensuite à Airi de la distraire. Elle lance une rafale d'attaque, puis Kai frappe par derrière avec l'épée magique en s'imaginant l'exploser et le monstre explose vraiment. Les autres remarquent que Kai a bien cette épée magique Balzar avec lui. Plus tard, ils sont en terrasse à discuter de l'exploration du donjon, parlent de l'épée, et Kai explique qu'il l'a lootée l'autre jour et qu'il est soulagé que ça ait marché. C'était sa première utilisation. Kai demande à Miko comment va Snatch et souffle de soulagement en apprenant qu'il va bien. Il avoue que c'était la première fois qu'il voyait un carbuncle, même pas en vidéo. Miko précise que les familiers ne se laissent pas filmer et Airi demande à Kai s'il en a déjà vu en vidéo. Kai réalise qu'il n'en a jamais vu, d'où le fait que les officiels de la guilde ne l'aient jamais interrogé au sujet de Sylphie et Luceria.
Il se demande s'ils sont les seuls à connaître Snatch. Miko explique qu'elle a récupéré Snatch à une enchère et l'a enregistré à la guilde, donc tout le monde est au courant. Miko propose qu'ils mettent à deux tous des porte-clés assorties sur leur bourse magique pour commémorer l'événement, proposition approuvée par tous. Puis Eri invite Kai à rejoindre leur groupe en tant que membre permanent, précisant qu'il y a des portails de transfert tous les 5 étages et que leur objectif actuel est d'atteindre le portail du 11e étage. L'idée plaît à Kai, mais il insiste sur le fait qu'il n'est qu'un explorateur ordinaire, pas aussi spécial qu'eux. Il le rassure en disant qu'ils se sentent plus en sécurité avec lui, puis lui demande s'il a quelqu'un en tête pour le groupe en lui rappelant Sylphie et Luceria. Kay craint que s'ils apprennent qu'il compte emmener 2 petites filles dans le donjon, on risque de le dénoncer. Il demande un peu de temps pour y réfléchir. Miko se demande s'ils n'aiment pas leur équipe, mais il la rassure en disant qu'il doit d'abord consulter quelqu'un et qu'il leur donnera une réponse plus tard. Ils comprennent et Airi lui demande de la prévenir quand il aura pris sa décision. Il accepte, puis la scène le montre de retour au donjon. Dedans, il invoque ses serviteurs qui râlent parce qu'il ne les a pas appelés plus tôt. Kay explique qu'il envisage de former une équipe avec d'autres, mais ses serviteurs fulminent. Ils n'en croient pas leurs oreilles, que ce soit la première chose qu'ils leur disent après les avoir vus. Il se défend, il ne les a pas abandonnés, il avait des affaires urgentes le matin et n'a pas pu les invoquer. Il retente le sujet du groupe, mais eux insistent. Eux trois, ça suffit très bien. Kai insiste, mais Sylphie coupe court et lui ordonne fermement d'en rester là. Ensuite, Luceria s'énerve parce qu'il l'appelle toujours par son nom complet. Et Kai n'a littéralement aucune autre idée. Elle lui fait remarquer qu'il appelle Sylphie Syl, et là, il comprend, c'est Luceria qui est jalouse cette fois. Il propose plusieurs surnoms, elle opine pour Luce. Elle dit que maintenant, il devra l'appeler comme ça, et il acquiesce. Tous deux vont ensuite explorer le donjon, et Kai rappelle qu'ils n'ont toujours pas tranché pour le groupe, mais ils l'ignorent royalement. Le lendemain, en allant au lycée, Katsu demande à Kai s'il a pratiqué la danse le week-end ou s'il a fait de la musculation. Kai répond qu'il a fait les deux. Elle est ravie et lui propose d'aller faire des courses avec elle samedi prochain. Il accepte, tout timide. Katsu repère une amie devant et continue le trajet avec elle. Kai croise aussi ses potes qui ont entendu parler de la virée shopping et se demande si c'est un rendez-vous. Kay ne croit pas que Katsu accepte d'avoir un rendez-vous avec lui et ses amis sont déçus de le voir si naïf. Il lui pose des questions sur l'événement, soupçonne qu'il ait pris un vieux compagnon, mais il leur explique qu'il a rejoint une équipe de 3 filles. Une de 2 ans, son aînée, une de son âge et une d'1 an de moins. À cette nouvelle, ses amis se demandent si le donjon n'est pas plus amusant que prévu et envisagent d'y retourner aussi. La scène coupe sur le samedi. Kai vient chercher Katsu chez elle et il se dirige vers la station de métro. Là, elle remarque une émission télé sur les donjons. En regardant, on apprend que les noyaux magiques sont précieux et échangeables contre de l'argent. Ils ne savent pas encore s'en servir, mais ces noyaux sont remplis d'une énergie inconnue qui pourrait servir plus tard. À la vue de ça, Katsu se dit que Kai adore vraiment les donjons. Elle lui ordonne d'oublier ça pour aujourd'hui et de se concentrer sur leur journée shopping, ce qu'il accepte. En se baladant en ville, Katsu se demande quand ils sont sortis tous les deux comme ça pour la dernière fois. Kay repense alors à leur enfance et se souvient que son père les emmenait partout. Katsu évoque les campings et les soirées cinéma et propose d'aller voir un film la prochaine fois. Kai est d'accord. Ils font ensuite les magasins pour acheter des vêtements. Katsu essaye plusieurs tenues et Kai la complimente à chaque fois. Enfin, elle demande laquelle il préfère et il choisit celle qu'elle porte. Après, ils vont au parc où Katsu repère des barques et propose une promenade en bateau. En pagaillant, Katsu voit de beaux poissons dans l'eau, mais Kai trouve Katsu encore plus jolie. Il remarque des couples dans les autres barques et se dit qu'eux aussi doivent avoir l'air d'un couple, puis balaye vite l'idée en se rappelant qu'ils traînent juste ensemble. Katsu constate que Kai a l'air plus musclé que d'habitude. Son entraînement paie. Kai confirme et dit qu'il devrait sortir plus souvent comme ça. La scène coupe, puis on les voit siroter du jus, appréciant tous les deux. Katsu demande si Kai veut goûter sa saveur et Kai accepte en lui offrant une gorgée. Après avoir goûté, il trouve sa saveur plutôt bonne. Katsu hésite un instant, pensant que c'est comme un baiser indirect, puis se lance et aime aussi. Il se dirige vers le métro et voit une pub sur le donjon. Katsu voit alors un père tenant sa fille et dit à Kai qu'elle veut visiter un autre endroit. Elle l'entraîne vers le parc à thème donjon et il se demande si elle veut entrer vu que le défilé et les feux d'artifice vont commencer. Mais elle demande juste si le bâtiment du donjon est à l'intérieur du parc, expliquant que c'est là que son père est. On apprend qu'elle rêvait de la dernière fois qu'elle l'a vu, alors qu'il avait promis de dîner avec elle et n'est jamais rentré, et elle se demande pourquoi il va même dans le donjon. Puis elle dit à Kai qu'elle a passé une super journée et suggère de rentrer. Kaidoshi s'inquiète pour son père, mais il veut prouver qu'il peut être un héros comme lui. Plus tard, en revenant dans le donjon, Kai commence à confondre ses différentes capacités.
Il recouvre son épée magique Balzar d'une boule d'eau. Luceria doute, mais ça marche. Grâce à ça, Kai terrasse un golem de pierre d'un coup. Il est survolté et Sylphie l'applaudit, disant à Luceria que leur maître devient vite plus fort. Luceria réplique que c'est forcément à cause d'une femme, ce qui déstabilise Kai. Il demande pourquoi elle dit ça et elle répond que c'est son intuition. Voyant sa gêne et sa culpabilité, Sylphie demande si la raison pour laquelle il a voulu rejoindre un groupe l'autre jour était aussi à cause d'une femme. Kay hésite puis avoue qu'un trio de filles l'a invité. Sylphie est un peu jalouse, mais Luceria suppose qu'il ne veut plus gaspiller de noyaux de mana sur elle. Elle s'apprête à lui tomber dessus pour les traiter ainsi, mais quand Kai promet de continuer à leur fournir des noyaux de mana, Luceria lui pardonne sans difficulté. Kai dit qu'il ne va pas rejoindre l'équipe et là Sylphie lui dit soudain d'y aller. Elle explique que si son maître décide de rejoindre un autre groupe, elle veut le soutenir, et Luceria est d'accord tant qu'elle reçoit ses noyaux de mana. Sylphie demande alors à Kai d'expliquer au moins pourquoi il veut faire équipe avec quelqu'un d'autre. Il répond qu'il veut devenir plus fort en combattant aux côtés d'autres humains, sinon il ne rattrapera jamais Sylphie et Luceria. Les filles acceptent ses raisons et Kai promet de ne jouer avec l'équipe d'Aerie que le week-end pour qu'ils puissent se voir les autres jours. La nuit, Kai se rend compte qu'obtenir la permission d'un ange et d'un démon a été plus simple que d'appeler une fille. Il fixe son téléphone, trop gêné pour prévenir Aerie qu'il a accepté, quand soudain Katsu appelle. Il décroche en panique, Katsu dit qu'elle veut juste papoter sans raison particulière. Kai est prêt à aider mais demande d'abord si elle connaît des astuces pour calmer le trac. Elle demande pourquoi et Kai prétexte ses amis qui veulent appeler une fille mais sont trop nerveux. Katsu raconte qu'elle était trop nerveuse pour jouer du piano sur scène. Son vieux lui a littéralement collé un sourire sur la tronche et ça l'a calmé. Kai dit qu'il essaiera puis Katsu lui souhaite bonne nuit et raccroche. Kei se demande ce qu'elle voulait au juste, n'y pense pas plus et appelle Eri qui répète dur au dojo familial. Elle attendait son appel et l'invite à rejoindre leur team. Kei accepte, mais seulement le week-end. Aerie trouve ça parfait. Eux aussi ne vont en donjon que le week-end. Samedi suivant, Kai rejoint la bande et replonge au 7e étage. Une bande de golems de pierre débarque pour en découdre. Kai se montre, demande à Hikari et Miko de le couvrir. Hikari pose une magie de sol pour immobiliser 2 golems. Miko envoie son acolyte Snatch pour s'occuper du 3e. Kei profite de l'ouverture, charge son épée magique avec une sphère d'eau qui la transforme en lame de glace et abat un golem d'un seul coup. Un autre attaque mais il l'évite et l'achève en un coup aussi. Pendant ce temps, le serviteur de Nico tranche un golem avec des lames de vent et Eri en abat un autre. Les filles se demandent quand Kai a appris la magie et pourquoi sa sphère d'eau ressemble à une épée. Il répond qu'il ne connaît qu'un sort d'eau et bidouille. Eri trouve sa lame de glace et ses ordres impressionnants et n'en revient pas que ce soit sa première baston en groupe. Pour couper court aux questions, Kai la complimente sur sa maîtrise des armes. Elle réplique qu'elle s'entraîne depuis gamine. Soudain, l'estomac de Kai grogne, il réclame une pause déjeuner. À sa surprise, elles sortent toute une cuisine de leur sac magique et leur préparent un poisson frit et des steaks grillés en plein donjon. Ce soir-là, rentré chez lui, Kai se dit qu'Aerie et ses potes ont une fortune générationnelle digne d'un rêve. Surtout, Aerie prévoit d'explorer le 8e étage le lendemain, rempli de monstres aquatiques et de terrains inondés, alors Kai achète un gilet de sauvetage haut de gamme parce qu'il ne sait pas nager. Ils arrivent vite au 8e étage et Snatch détecte un monstre dans une mare. Une salamandre surgit et crache de l'acide sur Kai qui voit son gilet hors de prix fondre sur le champ. Il panique et exige que le monstre lui rembourse son gilet de sauvetage, mais il lui crache encore de l'acide. Il n'a que le temps d'esquiver, jusqu'à ce que Miko l'abatte avec la arbalète que Kai lui avait prêtée puisqu'il ne s'en servirait plus. Il lui demande si elle a déjà pratiqué, elle répond qu'elle n'a tenu une arbalète qu'une seule fois de sa vie, et qu'elle a fait un headshot du premier coup, puis très vite, il tombe sur d'autres monstres aquatiques et passent leur temps à fuir. Un monstre calamar projette Kai dans un étang et il patauge comme un manche parce qu'il sait pas nager. Aerie le tense de ne pas jouer les chochottes, l'eau est pas profonde, pendant qu'Hikari, déjà, a rôti le calamar. Ensuite, des thons volants jaillissent pour les attaquer. Kai mitraille avec son pistolet à mana, tandis que les filles dégrossissent les poissons avec leurs armes, mais il a court de munitions et remarque combien Aerie découpe les monstres d'un geste fluide avec sa longue lame. Alors il modèle son épée de glace en une arme similaire et commence à abattre les poissons, mais chaque coup engloutit pas mal de mana. Les filles voient aussi qu'il tranche facilement et juste après son dernier coup, il tombe complètement à court et s'effondre. À son réveil, il est sur les genoux d'Aerie. Il se relève en grommelant des excuses et assurant qu'il va bien. À sa surprise, sa MP est pleine. Aerie lui avoue lui avoir donné une potion de mana pendant son inconscience.
Kei grogne que ça a dû coûter cher, elle le rassure en disant qu'ils sont dans la même équipe. Airi évoque alors son style de combat, il répond qu'il s'en est inspiré. Avant qu'il puisse en parler, Snatch alerte tout le monde d'un monstre très puissant. Tous se mettent en garde et un énorme dinosaure surgit de l'eau. Kai panique, les dinosaures, c'est du haut niveau, seulement dans les étages profonds. Ils tentent d'abord de fuir, mais la bête les poursuit. Sous son poids, la dalle s'effondre et bouche la sortie. Sans échappatoire, Kai annonce qu'ils doivent se battre pour survivre, demande à Miko et Ikari d'attaquer à distance et ordonne à Eri d'attaquer pendant qu'il la distrait. La magie terrestre d'Ikari et ses lames de vent ne servent à rien. Et même quand Kai le transperce avec sa lame de glace, ça n'effleure presque pas la bestiole. Le dinosaure s'énerve et fonce sur Kai qui se met à courir. Ça donne à Airi l'occasion parfaite. Elle bondit sur la tête du dino et le frappe avec sa lance, mais c'est insuffisant. Le monstre la projette et pendant que Kai vérifie, elle marmonne vouloir devenir héroïne puis s'évanouit en cherchant son arme. Kai pense à appeler Sylphie et Lysuria, mais comprend qu'il vaut mieux ne pas exposer leurs identités. Puis il voit le monstre foncer sur Ikari et Miko et sait qu'il ne peut plus hésiter. Il sort les cartes de servante et les invoque. Un ouragan d'énergie divine et démoniaque se déclenche, puis Sylphie et Lysuria apparaissent, laissant tout le monde bouche bée. Même Airi ouvre les yeux à temps pour les voir arriver. Kei s'excuse de les avoir appelés à la dernière minute et leur demande d'abattre les dinosaures. Elle balance éclairs et flammes et mettent les bestioles KO en quelques secondes. Après le combat, Sylphie file vers Kai pour vérifier s'il va bien. Il dit que ça va et alors Lysuria s'avance en taquinant. Au fond, Kai aime bien les femmes. Soudain, Nico saute sur Sylphie, fasciné, jurant n'avoir jamais vu quelqu'un d'aussi mignon. Elle demande si Sylphie est un véritable ange, pendant que Ikari remercie Lysuria pour le sauvetage et s'extasie devant la petite démone adorable. Lysuria fait la froide, mais fond devant le regard suppliant d'Ikari et la laisse se blottir. Même Airi est attendrie par toute cette mignonnerie, mais elle se retient et demande à Kai si ses filles sont ses servantes. Il confirme que oui. Plus tard, il sort au nom du donjon et les parents d'Ikari viennent la chercher ainsi que Miko. Une fois seule, Kai se souvient d'Eri qui voulait remonter au combat après avoir été assommée, disant qu'elle veut devenir héroïne. Il lui demande d'en parler et apprend que son père l'a inspiré. Il veut relever de grands défis et sauver tout le monde. Kei se dit qu'il se reconnaît en Eri. Ensuite, elle l'invite à la journée portes ouvertes de son université le week-end suivant. Kai en parle à ses amis car Eri fréquente une école prestigieuse. Ils lui disent d'inviter Katsu à leur place puisqu'elle vise aussi cette fac et qu'on pourra appeler ça leur deuxième rendez-vous. Kai panique mais Katsu entend son nom et arrive avec une amie en demandant si on parlait d'elle dans son dos. Kai essaie de nier mais ses potes le poussent en avant. Il applique une technique pour calmer ses nerfs puis annonce à Katsu l'Open Campus. Surprise, elle comptait déjà y aller et voulait que Kai l'accompagne dès le départ. Le week-end suivant, elle porte la robe que Kai lui avait choisie lors de leur précédent rendez-vous pour l'Open Campus. Quand Kai la voit, il trouve qu'elle est craquante et ils filent à l'académie Uka. La seconde d'après, ils sont dans le train. Kei est assis un peu trop loin de Katsu, mais se rapproche aussitôt quand elle le lui demande. Elle le remercie de l'avoir invité et Kai, pour faire style, répond que ce n'est rien, il comptait y aller de toute façon. Katsu dit qu'elle préfère quand ils sont tous les deux et Kai ne peut qu'approuver. Un instant, ça ressemble à un vrai rendez-vous, puis il se reprend et se répète que ce n'est que pour visiter l'école. Katsu, tout excitée, raconte combien elle a hâte de voir Yuka Academy. Shinji et Hayato sont dans le train aussi, tout aussi enthousiastes. Kai, surpris, demande pourquoi ils se sont greffés alors qu'ils visent d'autres écoles. Ils répondent tranquillement qu'ils voulaient juste vivre l'expérience d'un open campus eux-mêmes et jurent ne pas vouloir faire troisième roue. Kai balaye la remarque d'un geste et reporte son attention sur Katsu. Pendant le trajet, Kai aperçoit une affiche sur un donjon dans le train. Katsu remarque son intérêt et lui demande s'il regrette de rater le donjon. Lui, avec un brin d'assurance, réplique qu'aller à l'Open Campus avec elle vaut mieux que n'importe quel donjon. Katsu sourit et propose d'oublier le donjon pour aujourd'hui. Peu après, ils arrivent à l'académie Uka. Le campus grandiose les impressionne immédiatement. On sent tout de suite que c'est un lieu pour l'élite. Katsu suggère d'aller au stand d'accueil et, en chemin, ils passent sous de magnifiques cerisiers en fleurs. Elle s'imagine déjà tous les deux marchant là au printemps prochain et Kai se surprend à voir la même scène. Perdu dans ses rêveries, Kai commence à décrocher mais Katsu le ramène vite à la réalité. Réalisant qu'il part trop loin en avant, il se promet de bosser dur et de réussir les examens pour que son rêve devienne réalité. Il se rappelle que même s'ils intègrent l'académie tous les deux, ils ne seraient que des camarades. Sur ce, il range ses fantasmes. À l'accueil, Kai aperçoit Airi,
manifestement curieuse d'en savoir plus sur lui. Elle demande nonchalamment s'il a amené des potes, mais avant que Kai ait fini de les présenter, ses amis, électrisés par la vue d'une jolie fille, s'empressent de se présenter avec une dignité assez théâtrale. Eri demande alors si la fille avec lui est sa petite amie. Kai précise vite que Katsu n'est que son amie d'enfance et voisine. Eri leur propose d'explorer un peu le campus seul et promet une visite guidée quand elle sera libre. En partant, Eri ressent un étrange soulagement que Katsu ne soit pas sa copine, sans trop savoir pourquoi. En arpentant les couloirs de l'académie, Katsu, toujours curieuse, demande comment Kai a rencontré Eri. Kai explique qu'ils se sont croisés dans un donjon et l'air semble se refroidir quand Katsu lui lance un regard glacial. L'atmosphère devient encore plus froide quand il lâche sans réfléchir que c'est Eri qui lui a parlé de la journée portes ouvertes. Katsu, tentant de garder son calme, présente la chose positivement, disant qu'il devrait remercier Airi de leur permettre d'être venus ensemble. Elle rappelle à Kai sa promesse de ne pas parler du donjon aujourd'hui, et si sa voix est mesurée, sa colère affleure. Sentant la tension, les amis de Kai l'entraînent rapidement à l'écart, loin de Katsu. Il lui demande si Airi est bien la personne dont il parlait quand il évoquait former un groupe. À sa confirmation, une pointe d'envie les traverse, il regrette d'avoir renoncé à l'exploration. Laissant leur jalousie de côté, il conseille à Takai de faire attention à ce qu'il dit devant Katsu, vu combien elle s'inquiète pour ses escapades dans les donjons. Kai hoche la tête et le groupe reprend la visite. Ils arrivent donc dans l'auditorium et sont tout de suite frappés par sa taille, bien plus grande que celle de leurs écoles. Katsu montre le tableau électrique et ajoute que les élèves utilisent même des tablettes en cours. Impressionné, ils remarquent aussi le nombre hallucinant de clubs à l'académie. Kai voit un défibrillateur à proximité et, fidèle à son côté geek des donjons, commence à le comparer à ceux des donjons, mais ses amis le rembardent vite. Après avoir visité encore quelques endroits, ils vont au jardin, l'ambiance paisible les séduit et les amis de Kai se prennent à trouver l'académie incroyable. Dommage que leurs notes ne leur ouvrent pas la porte, mais l'optimiste Kai répond qu'il faudra juste travailler plus s'il veut entrer. Ses amis s'inquiètent plutôt de comment il paiera les frais. Il évoque un moment l'idée de gagner de l'argent en explorant des donjons, se ravise en voyant Katsu et préfère dire qu'il prendra un job à mi-temps. Tous quatre prennent un moment pour se détendre et Katsu lâche en passant qu'il serait agréable de faire des pauses comme ça tous ensemble entre les cours. Kai hoche la tête et se laisse aller à rêvasser jusqu'à l'arrivée de Miko et Hikari qui le sortent de sa bulle. Elle lui explique que Keri a dit qu'il était là et une fois de plus, ses amis, toujours charmeurs, redeviennent tout dignes devant les filles. Miko et Hikari, voyant Katsu, pensent que c'est la petite amie de Kai, mais il remet vite les choses au clair comme il l'avait fait pour Eri. Kei se rappelle que Miko est en deuxième année et Hikari en première et se demande pourquoi elle visite déjà l'université. Hikari répond qu'elle voulait en profiter tant qu'elle le pouvait, sous-entendu qu'il s'agit d'une belle opportunité, quoique Kai n'en saisisse pas tout à fait la portée. Katsu demande alors comment elles connaissent Kai, et avant qu'il n'ait répondu, les filles balancent sans détour qu'elles font partie d'une équipe de donjons avec lui. L'ambiance se fige, mais heureusement Airi arrive à point nommé pour détendre l'atmosphère. Elle propose d'aller tous à la cafétéria pour manger quelque chose, et tout le monde accepte avec enthousiasme. La scène change et ils découvrent le menu incroyable de la cafétéria, Airi précisant qu'étant donné que c'est une cantine scolaire, les prix sont étonnamment abordables. Émerveillés, ils se jettent sur leur repas et savourent chaque bouchée. On apprend que c'est la première fois que les filles riches mangent en cafétéria et elles adorent l'expérience. Quand Katsu va chercher une tournée, Kai propose de s'en charger, mais elle suggère de prendre pour tout le monde et tous deux partent ensemble. Pendant ce temps, Hayato demande aux filles si elles ont déjà croisé un instructeur nommé Onigawara pendant leur formation d'exploratrice. Elles s'en souviennent et jurent qu'elles le détestaient parce qu'il était hyper strict. Les garçons hochent la tête et Hayato se met à imiter Onigawara, ce qui fait rire Hikari qui trouve qu'il capture parfaitement l'attitude. Conforté, il continue, mais les filles se désintéressent d'un vite. Sentant l'ambiance changer, Eiri lance un autre sujet. Ça lui rappelle la formation, surtout quand Onigawara l'avait réprimandé pendant l'entraînement au DEA. Miko se demande si Shinji et Hayato sont aussi explorateurs, et ils avouent que oui, mais seulement techniquement, ils ont fini la formation sans aller plus loin. Hayato raconte que les cours étaient si longs que Shinji somnolait tout le temps, et Shinji réplique que Hayato n'était guère mieux. Hayato explique que c'est pour ça qu'il ne savait pas que les objets de donjon ne marchent qu'à 3 km autour du donjon. Il se souvient avoir utilisé des potions après s'être blessé dans une course pour finalement les gaspiller toutes. Airi précise que c'est la raison pour laquelle un parc d'attractions a été installé dans ce rayon de 3 km et que toute la fabrication et la recherche d'objets et potions s'y font. Elle ajoute qu'il y a des tonnes de règles, difficiles de tout retenir, les garçons acquiescent.
Shinji et Hayato interviennent en disant qu'au moins le parc est amusant, et Airi confirme en vantant le travail impeccable du personnel du donjon pour gérer le parc. Elle révèle même avoir rédigé un rapport à ce sujet une fois. Les garçons commencent à papoter sur combien les donjons sont géniaux, et Katsu, qui se tient juste derrière, entend tout. Elle et Kai distribuent ensuite des boissons à tout le monde, tandis qu'elle se demande pourquoi tant de gens sont obsédés par l'exploration. Après, ils poursuivent la visite et vont voir la piscine. Kai précise que l'eau est chauffée, donc on peut nager même en hiver. La piscine lui rappelle la fois où Katsu l'a sauvé de la noyade quand ils étaient gamins. Miko entend ça et réalise que Kai ne sait toujours pas nager. Hikari ressent une drôle de pointe au cœur en le voyant si proche de Katsu. Miko est perdue et demande des explications à Hikari, qui avoue ressentir une sensation étrange et inconnue. Ils passent au terrain de foot, Hikari trébuche dans les escaliers et Kai est là pour la rattraper, la laissant rougir dans ses bras. Elle le remercie et Airi glisse un compliment sur ses réflexes rapides. Miko, pour éviter l'embarras, rappelle à Kai de reposer Hikari, ce qu'il finit par faire. Au même instant, un joueur envoie un ballon droit sur Miko, mais Kai, tout héros stoïque, s'interpose et la protège. Miko et Hikari restent bouche bée, le cœur qui bat à toute allure. Même les potes de Kai trouvent qu'il a la classe et Airi propose d'aller au dojo ensuite. Au dojo, elle se demande pourquoi elle a invité tout le monde. Mais c'est évident, elle veut juste impressionner Kai. Elle s'exhibe au javelot, ou plutôt à la lance, et quand elle termine, tout le monde applaudit et la couvre de compliments. Eri, elle, n'écoute que l'avis de Kai et comprend finalement pourquoi elle a voulu en faire autant. La journée se termine, Kai et ses amis se préparent à quitter l'académie. Airi et les autres filles échangent de leurs coordonnées avec Katsu, lui proposant leur aide si elle a des questions sur l'école. Shinji et Hayato, pas prêts à rester sur la touche, demandent aussi les contacts des filles. Elles acceptent et les garçons sont aux anges. Kai et sa bande remercient Airi pour la visite et s'en vont, repartant avec bien plus que des souvenirs du campus. Dans le train du retour, Kai est content de la visite à l'académie, mais ses amis, eux, ne pensent qu'aux filles rencontrées. Hayato demande alors à Shinji laquelle l'a le plus attiré, mais il n'arrive pas à se décider. Il plaisante en disant qu'il faudrait retourner explorer des donjons. Qui sait, peut-être y trouveront-ils d'autres filles comme ça? Et Kai leur rappelle vite qu'ils ne sont pas censés parler de ça, surtout avec Katsu, juste là. Elle leur sourit, mais ceux qui regardent de près voient que le sourire a un petit tranchant. Plus tard, en rentrant avec Katsu, Kai lui promet qu'il va étudier sérieusement pour qu'ils puissent tous les deux entrer à l'académie Uka. Elle lui souhaite bonne chance, puis, sans prévenir, lui demande laquelle des trois filles il préférait. Prise au dépourvu, Kai répond qu'il n'y avait pas vraiment réfléchi, alors qu'au fond, il pense que c'est elle qu'il aime sans oser le dire. Puis Katsu évoque que Kai appelait tout le monde par leur prénom aujourd'hui, mais lui ne capte pas la petite pique. Ça l'énerve visiblement, et avant qu'il comprenne, elle file chez elle en claquant la porte. Plus tard, Kai se gratte la tête, perdu. Pourquoi diable elle s'est fâchée ainsi? Il se dit qu'elle a peut-être été jalouse des autres filles, puis balaie l'idée, ça ne colle pas. Alors il se rappelle d'un autre souci. Comment expliquer sa mystérieuse absence à Sylphie et Luceria demain? On retrouve Kai en plein combat contre un Slim dans le donjon, aspergeant l'ennemi d'insecticides pour le vaincre. Après le duel, il ramasse plusieurs noyaux de Slim, content d'avoir de quoi nourrir ses deux servantes un moment. Luceria, curieuse, lui demande ce qu'il a fait avec Eiri et les autres la veille. Kai répond négligemment qu'il était en visite scolaire et, sur le ton de la plaisanterie, se demande si elle sait ce qu'est une école. Luceria rétorque sèchement de ne pas se moquer d'elle, mais on sent qu'elle ne comprend pas. Sylphie intervient pour expliquer qu'une école, c'est un lieu où les humains vont étudier. Luceria saisit l'idée et admet que Kai a sûrement ses raisons, mais n'apprécie pas d'avoir été snobé. Comprenant qu'il les a peut-être vexés, Kai s'excuse prestement et propose 3 noyaux magiques en gage de paix. Mais les deux ne se laissent pas amadouer si facilement. Elle réclame 100 noyaux. Au milieu des négociations, Kai aperçoit un Slim rare qui s'approche en rampante. Il tente de les prévenir, mais elle pense qu'il plaisante et ne daigne même pas se retourner. Kai insiste et Luceria, agacée, écrase le Slim d'un geste nonchalant sans se retourner. Une fois le danger écarté, elles reviennent à la charge pour savoir comment il compte réparer son abandon. Admettant sa défaite, Kai monte son offre à 10 noyaux, ce qui les satisfait enfin. Elle précise toutefois qu'il ferait mieux de ne plus les ignorer. En ramassant les restes du Slim, Kai remarque un objet rare tombé au sol, des gants de force, et découvre qu'ils génèrent une poussée invisible en consommant le MP du porteur. Il file tester ça au 8e étage du donjon, impatient. Au début, il ne voit rien et se dit que la force est juste invisible. Puis, en agitant les gants sur de l'eau et observant les ondulations, il comprend qu'il fonctionne, même si la poussée est moins puissante que prévu. Luceria jette les gants de force comme s'ils ne valaient rien, mais Kai, curieux comme toujours, tente de combiner leur pouvoir avec Balzar.
À sa grande surprise, l'épée magique fend l'eau et il découvre qu'il peut manipuler de petits objets avec une précision étonnante. Au moment où il commence à saisir le truc, Airi et les autres arrivent, prêts pour une nouvelle journée d'exploration de donjons. Kai remercie Airi pour la visite de l'école, dit combien il s'est amusé et promet de réussir les examens, même s'il sait qu'il a du boulot. Toujours d'un grand soutien, Airi propose d'organiser un groupe d'études pour l'aider. Kai accepte avec gratitude et demande s'il peut inviter Katsu aussi. Les filles échangent un regard surpris, puis Airi acquiesce et les autres annoncent qu'elles viendront aussi. Pendant ce temps, les servantes de Kai, Lysuria et Sylphie, remarquent combien ils se rapprochent des filles et font un peu la moue. Kai, complètement inconscient, leur demande ce qui ne va pas. Elles prétendent que tout va bien, mais leur bouderie est flagrante. Pour leur remonter le moral, Kai leur offre quelques cœurs magiques qu'elles mâchouillent en continuant de bouder. Les autres filles les trouvent absolument craquantes. Le groupe se prépare ensuite à descendre au 9e étage, un palier où aucun d'eux ne s'est encore aventuré. Airi met tout le monde en garde car il s'engage en territoire inconnu. Dès qu'il pose le pied, Sylphie perçoit un ennemi puissant tout proche. Partagé entre excitation et anxiété, Kai demande au groupe quoi faire. Les filles, plus résolues que jamais, veulent avancer coûte que coûte. Kai comprend vite qu'il n'y a pas de retour possible, le chemin ne propose aucune alternative, et Lozéria, pour paraître sûre d'elle, déclare qu'elle gérera la situation si ça tourne mal. Airi rassure tout le monde en disant qu'il n'y a aucune honte à battre en retraite si ça dégénère, mais pour l'instant ils sont tous ensemble. Alors qu'ils avancent prudemment, Sylphie alerte soudain le groupe. Un monstre puissant et Orthros sont présents. Lozéria est prise de court. Ne s'attendant pas à croiser une telle bête au 9e étage, Kai acquiesce, réalisant qu'une créature de ce calibre n'a pas sa place à ce niveau et propose qu'il rebrousse chemin. Mais juste au moment où ils décident de battre en retraite, l'Orthros localise leur présence et attaque. Sylphie lève vite son mur de vierge de fer pour protéger tout le monde, pendant que Ikari piège la bête avec son sort d'onde tellurique. Lysuria enchaîne avec son enfer de destruction, mais à sa grande surprise, ça n'érafle presque pas le monstre. L'Orthros riposte d'un souffle de feu violent et même si la barrière en prend la majeure partie, le groupe sent la chaleur intense. Lysuria tente alors le souffle d'érosion, sans effet sur l'Orthros. Miko ordonne à Snatch d'entrer en scène, mais ses coups à peine effleurent de la bête. Kai, comprenant qu'il faut changer de plan, demande à Lyseria de continuer à l'assaillir pendant qu'il la distrait. Lyseria lâche un autre enfer de destruction visant le ventre du monstre pendant que Kai le tient occupé, mais même cet assaut puissant échoue à le terrasser. Désespéré, Kai demande à Sylphie de fusionner sa lance divine avec l'enfer de Lyseria en attaque synchronisée. Les deux déchaînent leur puissance combinée sur l'Orthros, mais la créature implacable refuse toujours de mourir. Elle tourne sa fureur vers Kai qui évite de justesse tandis qu'Eri et Miko ouvrent le feu pour le soutenir. Le monstre tente de les incendier de nouveau, mais Kai utilise un Baulsar amplifié par les gants de force pour porter un coup critique à l'Orthros. Il enchaîne en bouchant sa gueule avec une boule d'eau l'empêchant de souffler son feu meurtrier. Profiter de l'immobilisation momentanée de l'Orthros, le groupe lance une attaque coordonnée. Après un bombardement acharné, le puissant Orthros finit par tomber. Épuisés mais victorieux, ils célèbrent leur victoire arrachée. Kai, avide de garder l'élan, propose d'avancer, mais les filles, vidées par la bataille, insistent pour se reposer et récupérer avant de continuer. Pendant la pause bien méritée, Kai distribue quelques cœurs magiques à ses serviteurs en récompense, les félicitant pour leurs efforts. Malgré le répit, Lysuria reste perplexe qu'un Orthros ait rôdé à cet étage, et Sylphie perçoit une présence encore plus puissante à proximité. Leurs soupçons se confirment quand un démon apparaît, indifférent à la défaite de son chien. Kai et les autres comprennent vite que ce démon contrôlait l'Orthros, et Lysuria constate la force redoutable de l'adversaire. Le démon, d'un calme glacial, déclare qu'aucun d'eux ne sortira vivant du donjon, et sans aucun avertissement, il lance un sort noir nommé « Sombre Creux ». Sylphie réagit sur le champ et dresse une barrière pour protéger le groupe. Le démon, aussi rapide qu'une ombre, bondit en avant en tranchant avec son épée, mais la barrière de Sylphie tient bon. Kai, peinant à suivre les mouvements foudroyants de l'ennemi, réalise la gravité de leur situation. Il lui file vite des noyaux magiques, la pressant de maintenir la barrière coûte que coûte. Pourtant, même en frappant depuis l'abri, leurs attaques à l'intérieur peinent à entamer les défenses du démon. Lyseria propose que Sylphie passe à l'offensive, mais Kai hésite, inquiet pour la sécurité des autres. Airi le rassure d'un ton assuré, elle s'occupera de l'épée du démon, aussi rapide soit-elle. Kei, confiant en ses amis, donne le feu vert et Sylphie abaisse la barrière.
Sylphie et Lyseria lancent alors une attaque coordonnée, mais leurs assauts ne percent toujours pas sa garde. Le démon, maintenant concentré sur Kai, tente une frappe mortelle, mais Aerie s'interpose pour le protéger. Le démon, d'une force brutale, la projette contre un mur, puis revient à Kai, dont le pari avec Balzar brise l'épée ennemie. Furieux d'avoir perdu son arme, cadeau du duc, le démon riposte d'un coup de poing puissant qui envoie Kai valser. Sylphie et Lysuria, furieuses que l'on ait attaqué leur maître, déclenchent une contre-offensive vengeresse rejointe par Snatch. On voit Kai s'auto-soigner vite fait avec une potion pendant que Miko accourt, inquiète. Il la rassure mais lui demande un service. Comprenant le plan, Miko et Snatch combinent leurs forces pour ouvrir une brèche pour Kai. Profitant de l'ouverture, Kai enfonce Balzar dans le dos du démon, canalise son pouvoir et ouvre une béance dans son corps. Le démon s'effondre à genoux et un instant, Kai croit la bataille terminée. À sa consternation, le démon use de magie pour refermer la plaie presque aussitôt. Rugissant de colère, il frappe Kai avec une telle force qu'il le projette de nouveau et les filles se précipitent pour le protéger tandis que le démon traverse leur défense sans peine. Sylphie tente vaillamment de l'arrêter, se prend le mur et Luceria, décidée à protéger Kai, l'ordonne de fuir pendant qu'elle retient le démon. Mais au lieu de s'enfuir, Kai se creuse la tête pour trouver un moyen de vaincre cet adversaire apparemment invincible. Mais ses efforts paraissent vains. Il n'a plus d'atout, le démon terrasse Lysuria et la repousse sans peine. Fuir seul n'est pas une option, il se demande comment tuer ce monstre, puis se rappelle soudain du pouvoir de Lysuria, la beauté de la gourmandise. Cette capacité lui permet de puiser temporairement de la puissance en consommant les PV de son contractant. Kai implore donc Lysuria de l'activer, conscient du prix que cela lui coûtera. À contre-cœur, Lysuria accepte et révèle sa forme vraie en absorbant les PV de Kai. En se transformant, il la voit mûrir en une version bien plus puissante, la beauté de la gourmandise lui ayant rendu son niveau d'antan, même si ce n'est pas encore sa forme ultime. Elle assure néanmoins à Kai que ce pouvoir suffit pour terrasser le démon. Celui-ci ne la reconnaît pas, elle lui annonce qu'elle va le tuer. Le crétin ne mesure pas sa puissance et l'attaque, ses frappes ricochent sans effet. Il paniquait et réattaque sans meilleur résultat, alors il exige de savoir qui elle est. Lysuria se présente comme une démone de rang vicomte, ce qui lui glace l'échine. Comprenant son erreur, le démon tente de changer d'attitude, mais Lysuria ne pardonne pas. Folle de rage pour ses amis agressés, elle se prépare à lâcher une tempête divine destructrice. Le démon, incrédule, réalise qu'une telle attaque ne devrait pas être possible pour une vicomtesse. Il s'interroge sur ses origines, trop tard, d'un coup dévastateur, Lysuria l'anéantit. Après le combat, Kai, épuisé et vidé, supplie Lysuria d'annuler sa beauté de la gourmandise car il est à bout, mais Lysuria, qui savoure sa nouvelle forme adulte retrouvée, refuse obstinément. Kai, désespérée, la supplie, mais elle insiste en badinant pour savoir d'abord ce qu'il pense de son apparence adulte. Frustré, il rappelle que ce n'est pas le moment, mais elle tient bon et refuse d'annuler la capacité tant qu'il ne répond pas. À contre-cœur, Kai complimente sa forme adulte, avouant qu'elle est magnifique. Satisfait, la Seria lui demande avec malice s'il la traitera aussi bien que Sylphie. Voyant aucune autre issue, il accepte et elle annule alors sa capacité, redevenant enfantine. Kai échappe de justesse à la mort et le groupe en profite pour se soigner en avalant des potions, retrouvant des forces. En me remettant, Kai remarque qu'il a gagné un niveau, passant au niveau 18 avec 8 points de PV en plus. Il découvre aussi une nouvelle compétence, résistance légère à la douleur, bienvenue après l'épreuve. Les filles ont aussi monté de niveau, ce que Kai attendait, et elles semblent contentes d'avoir survécu contre toute attente. Avant de repartir, Kai inspecte le butin du combat et trouve le noyau magique d'Orthros, le plus gros qu'il ait vu jusqu'ici. Pendant ce temps, Miko et Hikari fouillent le donjon à la recherche de quelque chose. Mais ce noyau n'est apparemment pas ce qu'elle cherchait. Kai aperçoit alors un autre objet laissé par le démon, une carte de serviteur. Il hésite sur son usage et Eri et les autres laissent la décision à lui, vu que lui et Lysuria ont vaincu le démon. Lysuria et Sylphie proposent de simplement vendre la carte, mais Kai hésite, pensant que le démon pourrait être utile, d'autant qu'il surpassait ses serviteurs actuels. Intrigué, il décide d'invoquer le démon de classe chevalier nommé Béli. À son appel, Kai est consterné de voir Béli prendre l'apparence d'un enfant, comme ses autres serviteurs. Exaspéré, il demande pourquoi il est si petit et le démon explique que son niveau a été réinitialisé.
Regrettant de l'avoir invoqué, Kai marmonne qu'il ferait mieux de le vendre, laissant Belly choqué et visiblement inquiet. Plus tard, on voit Kai se détendre au bain du donjon, tentant de décompresser après le séjour éprouvant. Belly, désireux de plaire, lui frotte le dos avec un zèle qui met Kai mal à l'aise. Kai craint que ce ne soit gênant si quelqu'un les voyait, mais Belly, terrorisé à l'idée d'être abandonné, supplie Kai de rester ensemble. Pour le calmer, Kai le rassure en promettant qu'ils resteront ensemble pour toujours. Bouleversé, Belly le serre fort, Kai se sent mal à l'aise, et pendant ce temps, dans le bain de la voisine, ses autres domestiques entendent le tout et concluent que Kai et Belly s'entendent à merveille. Plus tard, Kai apporte le cristal d'Orthros à un expert pour le vendre. Intriguée, la dame demande où il a trouvé un objet si précieux, et Kai, tranquille, explique qu'ils l'ont récupéré après avoir vaincu un Orthros au 9e étage du donjon. L'experte est bouche bée et veut tout de suite envoyer une équipe vérifier la zone. Elle annonce ensuite que le cristal vaut la somme astronomique de 24 millions de yens, ce qui fait flipper Kai, puis elle propose de virer l'argent sur son compte. Mais Kai veut répartir le tout à parts égales entre les 4, puisqu'ils ont tous participé au combat. Les autres veulent qu'il garde tout, mais Kai refuse et insiste pour partager. Finalement, ils acceptent leur part, et l'experte ajoute qu'elle peut lui fournir les papiers pour la déclaration d'impôt, laissant Kai complètement paumé. Il n'a jamais géré d'impôt de sa vie. La scène suivante montre Kai au café avec les filles, un peu penaud de les avoir entraînées dans un cours sur les impôts après une journée épuisante. Elle le rassure que ce n'est rien et visiblement dépassé, Kai demande ce qu'il doit faire maintenant. Elle lui donne des conseils pratiques, garder tous les justificatifs de dépenses pour réduire l'impôt au maximum. Kai, qui a l'habitude de jeter les tickets, se rend compte qu'il va devoir commencer à tout conserver. La journée touche à sa fin, Hikari s'en va en voiture et Airi commente que ça a été une journée chargée. Elle plaisante que Kai doit avoir un espèce d'aimant à chose spéciale, idée que Kai balaie d'un revers, même s'il se surprend un instant à y réfléchir à cause de ses 3 cartes de serviteur. Il chasse vite cette pensée en se disant que c'est une coïncidence. La scène bascule sur Miko qui discute au téléphone avec Hikari, tout excitée pour la raid du week-end, impatiente de voir les nouvelles compétences de chacun en action. Mais Miko lui conseille quand même de ne pas trop forcer et lui propose de faire une pause si besoin. Hikari balaie ça d'un revers de main, prétend aller bien et ne veut pas perdre de temps à se reposer. Miko cède, dit « à ce week-end », puis raccroche. Dès que la ligne coupe, Hikari abandonne son rôle de dur à cuire et se met à tousser, montrant qu'elle n'est pas aussi vaillante qu'elle le prétend. On saute ensuite au week-end, Kai et la bande sont en plein donjon. Kei demande à Belly de montrer sa puissance, mais Belly hésite et réclame d'abord une vraie arme, ce qui surprend Kai. Belly n'en a donc pas. Lusiria intervient en rappelant que c'est Kai qui a cassé sa dernière arme. Kei fouille son sac et en sort une tige en tungstène qu'il a achetée plus tôt, la tendant à Belly. Celui-ci hésite encore et réclame plutôt une épée. Sylphie et Lysuria se vexent, trouvant impoli qu'ils refusent ce que leur maître offre et ils s'empressent de s'excuser. Kei explique que c'est tout ce qu'il a pour l'instant, alors Belly accepte à contre-cœur. On voit alors Belly au combat, descendre les monstres avec la tige en tungstène comme si de rien n'était. Kai, impressionné, réalise que Belly pourrait être plus fort que lui et Belly espère ainsi prouver sa valeur. Lusiria remarque cependant que Belly bouge plus lentement que d'habitude. Il admet qu'il s'habitue encore à son niveau actuel, puis les yeux brillants, il supplie de rester aux côtés de Kai, exprimant son désir de servir la princesse Lusiria et la princesse Sylphie. Comme d'habitude, ces flatteries font mouche auprès des filles. Ensuite, Belly avoue qu'il est peut-être un poids pour l'instant, mais promet de devenir l'épée de Kai et de donner tout ce qu'il a. Kai accepte de le garder, notant qu'il est peut-être plus lent mais assez fort. Kei se réjouit à l'idée de collaborer et Belly le remercie avec reconnaissance. Kai décide alors qu'il est temps de tester des compétences, en commençant par Belly. Il enchaîne quelques combats contre des monstres, laissant volontairement sa HP chuter dangereusement pour voir le soin noir de Belly en action. Au bord de l'effondrement, il appelle Belly pour lancer le sort. Au moment où Belly le fait, Kai ressent une vague de récupération le traverser mais s'aperçoit vite que ses PV ne remontent qu'un peu. Belly explique que le soin noir est surtout prévu pour soigner les blessures, redonnant assez de PV pour éviter de mourir. Kai est déçu, il espérait l'enchaîner avec le beauté de la gourmandise de Lusiria pour prolonger l'effet. Lusiria l'entend et propose d'essayer quand même, mais Kai refuse. Il n'a plus beaucoup de PV à gaspiller. Lusiria, têtu, assure qu'il ne mourra pas sur le champ et envisage même de redevenir adulte. Kei sent le danger et tente de fuir, mais trébuche dans sa précipitation. Belly intervient et recolle sa blessure avec un autre sort de soin noir.
Cette fois, la plaie ne le fait plus souffrir et il admire le talent de Belly, réalisant qu'il va économiser beaucoup de potions. Belly rayonne de fierté et le groupe s'enfonce plus avant dans le donjon. Bientôt, il tombe sur un golem de métal, Eri et les autres profitent pour briller. Ikari gèle le golem avec son cercle de glace, Eri l'achève d'une tranche de fer, le coupant net en deux. Kei est impressionné par leur coordination, mais Eri le prévient que sa technique pompe beaucoup de PM, elle ne peut pas se permettre de manquer sa cible. Ensuite, ils affrontent 3 golems de terre, l'occasion pour Miko et Snatch de montrer ce qu'ils savent de faire. Miko lance la danse des illusions pour tromper les golems pendant que Snatch charge en utilisant son hérisson, les abattant avec précision. Kai note combien leur combo s'est renforcé et décide qu'il est temps de tester la nouvelle compétence de Sylphie. Plus loin dans le donjon, d'autres monstres apparaissent. Kai ordonne à Sylphie d'activer son chant de la guerrière et demande à Lusiria et Belly d'entrer aussi dans la danse. Il veut voir si Sylphie peut aussi booster la puissance de ses servantes. Sylphie entonne alors son chant et tandis que sa voix envahit l'air, un ange éthéré apparaît, bénissant Kai et ses alliés avec d'importants renforts. Ils ressentent aussitôt une montée de force et peuvent prévoir facilement les mouvements des monstres. La vague suivante n'a aucune chance, ils tombent tous sous un seul coup de chacun. Après le combat, Luceria dit à Kai, tout excitée, qu'elle a senti un net coup de pouce à sa puissance. Bien que ce ne fût pas aussi écrasant que l'effet de la beauté de gloutonnerie, ça l'a clairement renforcé et Kai est soulagé d'apprendre que le talent de Sylphie profite aussi à ses serviteurs. Il se tourne vers Belly pour avoir son avis, mais Belly avoue timidement qu'il n'a ressenti aucune différence. Eri suggère que l'effet du talent varie peut-être selon le niveau de confiance, ce qui abat un peu Belly. Mais Eri l'encourage à garder la tête haute, il y a toujours le temps de gagner la confiance et tout le groupe se met à l'encourager, donnant à Belly un regain de détermination. Il dit fièrement que même s'il a commencé en arrière-garde, il est maintenant devenu chevalier et avec une meilleure maîtrise de l'épée, il peut être redoutable. Il laisse entendre qu'une vraie épée aiderait, alors Kai lui demande d'attendre un instant, Kei s'absente un court instant et revient avec l'épée. Il l'attend à Belly en lui demandant s'il peut mieux faire avec cette arme. Belly remarque que c'est une épée bâtarde et d'abord, il ne dit rien, ce qui fait se demander aux autres s'ils n'aiment pas l'arme. Mais au grand étonnement de tous, les yeux de Belly se remplissent de larmes. Il est submergé de joie d'avoir enfin une vraie épée. Il promet de tout donner et teste aussitôt sa lame sur quelques monstres. Il les tranche sans peine comme du beurre, laissant tout le monde bouche bée devant son talent. Ensuite, Belly remet à Kai les cristaux magiques qu'ils ont ramassés, en disant qu'il se sent encore plus motivé maintenant qu'il a une vraie épée. Kei le remercie pour ses efforts, ce qui remonte le moral de Belly. Kai se demande alors à voix haute si Belly pourrait lui donner des leçons d'escrime, et Belly accepte avec enthousiasme en proposant de commencer tout de suite. Mais Kai admet à contre-cœur qu'il doit partir tôt aujourd'hui. Sylphie et Lysuria, curieuses, demandent pourquoi. Kai essaie d'esquiver, mais Airi révèle la vérité. Ils ont un groupe d'études chez elle demain. Les servantes font la moue, visiblement déçues, mais Kai s'excuse et promet aux filles et à Belly de revenir bientôt. La scène change alors et montre Kai, ses amis et Katsu arrivant chez Airi, tous stupéfaits par l'immensité du lieu. Miko et Ikari arrivent en voiture et en entrant, ils se retrouvent entourés d'une forêt apparemment sans fin, se demandant où se trouve la maison. Ils aperçoivent les filles confortablement installées dans une voiture allant vers la maison, alors Kai demande s'ils peuvent monter avec elles. Mais les filles désignent négligemment le chemin réservé aux hommes et les garçons restent médusés qu'ils devront marcher. Plus tard, les filles saluent Eri chez elles et Katsu ne peut s'empêcher de commenter l'élégance de sa maison. Eri accepte le compliment avec grâce et explique que sa maison est un dojo de génération en génération, conçu pour équilibrer esprit, corps et technique. Elle montre le dojo d'entraînement, une cascade pour apaiser l'esprit et un jardin pour la condition physique. Elle ajoute que la colline est parfaite pour développer la force de base et qu'elle l'utilise tous les jours. Quand enfin les garçons arrivent, ils sont complètement vidés, mais Airi, elle, reste imperturbable et propose d'attaquer directement la séance d'études. À peine essoufflés, les garçons sont choqués car ils espéraient au moins un moment de repos. Airi les conduit au dojo et ils se demandent pourquoi. Ils pensaient aller dans sa chambre, mais elle explique qu'elle n'est pas assez grande pour tout le monde. De plus, elle aime y pratiquer ses moulinets de lance au cas où elle aurait besoin de se recentrer. Et s'ils ne parviennent pas à se concentrer, il y a toujours la cascade. Les garçons s'échangent un regard, sûr qu'Ares est le seul à vraiment faire tout ça. Puis ils se mettent tous à étudier. Chacun prend sa place. Kai veut s'asseoir près de Katsu, mais ce siège est déjà pris. Airi, opportuniste, l'invite à s'installer à côté d'elle. Katsu ressent un pincement de jalousie en les voyant côte à côte et Eri n'attend pas pour demander à Kai par quoi il veut commencer. Kei choisit des problèmes de maths et Eri se lance pour l'aider. Pendant ce temps, la jalousie de Katsu monte encore, surtout en voyant leur proximité un peu trop confortable à son goût. Ikari demande alors à Katsu de lui enseigner et Katsu accepte,
mais Shinji tente de s'immiscer pour proposer son aide. Hayato le remballe vite en disant qu'il est juste un poids mort et affirme que Hikari peut venir le voir lui, puisque visiblement il est un génie en tout. Kai, remarquant la tension, plaisante en disant que Shinji et Hayato se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ce qui pousse Hikari à insister pour apprendre avec Katsu. Kei pense que Katsu fera un excellent professeur pour Hikari car elle a toujours été attentionnée et gentille. Ses amis, en arrière-plan, se moquent de lui en disant qu'il connaît bien Katsu et qu'en plus, elle est mignonne. Ça rend les autres filles un peu jalouses. Alors Kai précise vite que lui et Katsu ne sont que des amis d'enfance. Au bout d'un moment, elle n'arrive de plus à réviser et Eri propose une pause aux cascades. Les garçons hésitent vu que c'est l'hiver, mais quand les filles sont partantes, les potes de Kai embarquent aussi et Kai n'a plus qu'à suivre. La scène passe aux cascades où les garçons sentent tout de suite l'eau glacée tandis que les filles s'en fichent. Elles entrent d'abord sous la chute, laissant l'eau froide leur vider la tête quelques instants avant d'en sortir. Airi demande comment c'était, elles répondent que ça clarifie un peu l'esprit. Kai va voir Katsu, elle le rassure, mais il trouve qu'elle est craquante avec ses vêtements trempés. Puis c'est au tour des garçons, ils bravent l'eau glaciale mais tiennent pas longtemps et abandonnent vite. En sortant ce soir-là, Shinji et Hayato plaisantent en disant que la cascade leur a littéralement lavé le cerveau de tout ce qu'ils avaient appris. Les filles, elles, se sont éclatées et prévoient tout déjà de recommencer. Les gars remarquent que tout le monde s'entend bien mieux que le matin et Kai souffle un peu de soulagement en voyant ça. Le lendemain, Luceria et Sylphie apprennent que Kai a passé son temps à éclabousser à la cascade au lieu de réviser. Les filles le confirment en souriant, disant que ce fun les a rendus en pleine forme aujourd'hui. Hikari intervient, sûre qu'à ce rythme, elles atteindront vite le 10e étage. Mais les serviteurs râlent de rater la fête, alors Luceria veut se montrer plus utile qu'Eri et les autres pendant qu'elles repartent. En continuant, Miko prend Hikari à l'écart et la met en garde de ne pas trop en faire. Hikari l'écarte d'un geste, ravie, disant qu'elle n'a jamais été aussi heureuse et qu'elle souhaite que ça dure, avouant doucement qu'elle rêve de devenir héroïne. À ce moment-là, Sylphie sent des monstres devant, 2 orques argentés et un homme lézard. Kai ordonne vite à Sylphie de chanter la chanson de la Vierge chauffante pour booster tout le monde. Hikari fige les monstres avec son cercle de glace, Belly charge le lézard, et Eri et Kai abattent vite les orques argentés. D'autres monstres surgissent, mais Nico et Snatch les éliminent avec une attaque parfaitement coordonnée. Eri rejoint le combat et avec Kai et Belly, il règle rapidement le reste des menaces. Kai, étonné, se demande comment il traverse le 9e étage si facilement pendant que Lessiria fulmine de ne pas avoir pu aider. Elle lâche qu'elle veut être utile, elle aussi. Kai la rassure et la calme, puis distribue des cristaux magiques à tous ses serviteurs, et Hikari, le sourire plein d'espoir, souhaite qu'ils puissent encore profiter de moments comme celui-ci. Le groupe s'approche alors de l'escalier vers le 10e étage. Kai hésite, se demandant s'ils doivent continuer. Hikari, sûre d'elle, affirme qu'ils doivent y aller et prend la tête, mais soudain elle se sent mal et s'écroule. Les autres paniquent en voyant du sang sortir de sa bouche, et Mika, les larmes aux yeux, supplie désespérément Hikari de se réveiller. L'histoire fait un bond en arrière de 2 ans, à un moment où un type propose à Miko un duel de cartes. Elle lui dit d'appeler sa reine par le nom de son joueur, puis accepte le défi. Une foule se rassemble pour voir la championne du magasin à l'œuvre et l'on marmonne que ce gars, Eizawa, l'a défié des dizaines de fois. On découvre vite qu'Aizawa est l'ancien champion et qu'il refuse de partir sans victoire. Miko le bat alors et Aizawa exige une revanche. Elle lui rétorque qu'il perd son temps, mais il riposte en disant qu'elle ne gagne que parce qu'elle a toutes les cartes rares. Miko nie et affirme le contraire. Elle sait mieux que quiconque qu'entasser des cartes rares n'assure pas la victoire. Tout est question de connaître les cartes et de jouer en conséquence. Aizawa repart frustrée pendant que Miko repense à l'ennui qu'elle éprouvait à l'époque. Elle était convaincue que la vie ne serait plus jamais amusante jusqu'à ce que Hikari arrive et la défie en duel. Retour au présent, on retrouve Hikari à l'hôpital, Miko assise à son chevet. Airi tente de la rassurer en disant que le médecin a dit qu'Hikari ira mieux après du repos. Elle propose qu'il rentre pour la journée, mais Miko insiste pour rester. Airi explique que la médication empêchera Hikari de se réveiller aujourd'hui, et Miko reste malgré tout. Kei propose qu'une potion haut de gamme pourrait arranger les choses, mais Miko coupe court en disant que les potions soignent les blessures, pas les maladies. On lui demande si elle en sait plus sur l'état d'Hikari, mais avant qu'elle réponde, les parents d'Hikari arrivent. Miko s'excuse pour ce qui est arrivé à leur fille, mais ils assurent nous qu'il n'y a rien à reprocher et remercient pour tout le temps qu'elle passe avec Hikari. Ils remercient aussi Kai et Eiri, ajoutant que depuis qu'elle les a rencontrés, leur fille s'amuse beaucoup plus au parc. Miko se souvient que jusqu'à hier, Hikari débordait de vie, et la voir comme ça maintenant est trop douloureux, alors elle s'enfuit. Eri et Kai la poursuivent et la retrouvent sur le toit.
L'esprit de Miko remonte 2 ans en arrière quand elle a accepté le défi d'Ikari. Ils ont eu un match captivant et Miko a remarqué que le deck d'Ikari ressemblait beaucoup au sien, rempli de cartes rares. Elle se demande comment c'est possible, pense qu'Ikari doit venir d'une famille aisée et commence à l'apprécier. Elles ont continué à jouer. Miko explique que son deck est finement calibré pour son style agressif, alors qu'Ikari paraît plus prudente. Miko pose sa dernière carte, gagne, et conseille à Ikari de construire un deck mieux adapté à son style. Ikari avoue qu'elle voulait un deck comme celui de Miko parce qu'elle est fan, ce qui fait plaisir à Miko. Pourtant, celle-ci insiste que son deck ne convient pas à Ikari et propose de l'aider à en créer un meilleur. Ikari est ravie et à partir de ce moment, elles deviennent amies. Miko se rappelle que ce jour-là, elles ont construit ensemble le nouveau deck d'Ikari et ensuite, elle n'a jamais eu le temps de s'ennuyer, passant tout son temps avec elle, convaincue qu'elles seraient toujours ensemble. Elle décide même de s'inscrire à un tournoi en duo, élabore des stratégies et remporte finalement la victoire après une série de matchs acharnés. Alors qu'elle monte sur scène pour le trophée, Ikari s'effondre soudain. Miko est dévastée et regarde qu'on l'emmène en civière vers les soins intensifs. En chemin, Ikari tente de parler de son état à Miko mais s'évanouit avant d'avoir terminé. Plus tard, ses parents arrivent, inquiets d'apprendre qu'elle est en réanimation. Le père révèle alors à Miko la vérité sur l'état d'Ikari et Eiri découvre que Miko le savait depuis. Kai demande quelle est la maladie d'Ikari mais Eiri suggère de ne pas la forcer à l'avouer. À ce moment-là, le père d'Ikari arrive et décide d'expliquer. Son mal provoque une défaillance organique totale avec le temps. Il n'existe aucun remède, c'est difficile à soigner, même pour la médecine moderne, et on leur a dit que si elle retombait, elle ne passerait peut-être pas le cap du nouvel an. Les amis d'Ikari sont effondrés, alors Kai demande si Ikari est au courant. Son père confirme, elle a des instincts vifs, on a dû tout lui dire quand elle a posé des questions. Eiri pense pourtant qu'elle n'a jamais l'air malade, toujours pleine d'énergie quand ils sont ensemble. Miko explique que c'est grâce aux médicaments qui suppriment ses symptômes et aux bonus de stats qu'il gagne dans le donjon. Le père d'Ikari est choqué d'apprendre qu'elle fréquente le donjon, surtout qu'elle disait aux parents qu'elle allait juste traîner au parc le week-end. Miko s'excuse de lui avoir caché cela, mais il la rassure en disant que c'était probablement ce que Ikari voulait. Kai se demande pourquoi, malgré sa maladie, Ikari prendrait le risque d'aller au donjon. Miko raconte qu'après avoir découvert sa maladie, elle a fouillé un peu et entendu parler d'un remède miraculeux, une potion, un élixir censé guérir toute maladie. On dit qu'il serait caché dans le donjon et se vendrait des centaines de millions de yens au marché noir. Peu après, Ikari est débarqué à l'improviste et Miko, stupéfaite de la voir hors de l'hôpital, apprend qu'elle s'est échappée. Miko lui ordonne de rentrer tout de suite, mais Ikari lui demande si elle compte aller au donjon chercher l'élixir. Miko nie. Ikari assure qu'elle voit clair dans son jeu et Miko comprend qu'Ikari compte l'accompagner. Miko lui fait remarquer qu'Ikari ne peut pas non plus lui cacher des choses et lui répète que le donjon est bien trop dangereux. Elle refuse d'emmener Ikari en un endroit pareil, mais Ikari est tout aussi déterminée à ne pas laisser Miko y aller seule. La dispute monte et elle décide de continuer dehors pour ne pas attirer l'attention. Une fois dehors, Ikari avance que retrouver l'élixir pourrait faire avancer la recherche médicale. Si elles réussissent, pense-t-elle, n'importe qui atteint d'une maladie incurable pourrait en profiter. Miko fut prise de court et Ikari avoua qu'elle voudrait aussi l'élixir pour elle, mais que le trouver rendrait tant de gens heureux. Convaincue que ça aiderait des milliers de personnes, Miko accepta de partir explorer le donjon avec elle. Ravie, Ikari serra Miko dans ses bras en disant que partir au donjon était la seule chose qu'elle pouvait faire maintenant. Elles promirent de chercher l'élixir ensemble et convinrent d'abord d'assister à une conférence pour explorateurs. Ikari glissa qu'elle pourrait devenir une héroïne pour les malades si elle réussissait, et Miko l'encouragea en lui disant qu'elle en était parfaitement capable. Bientôt, les autres eurent toute l'histoire, et Miko souligna que malgré sa maladie, Ikari pense d'abord aux autres. Elle expliqua que c'était la nature d'Ikari et que pour ça, elle ne pouvait pas la laisser. Miko s'excusa auprès du père d'Ikari de ne pas lui avoir dit plus tôt, mais il la rassura et dit être heureux que sa fille ait une amie comme elle. Il remercia Miko d'explorer le donjon avec Ikari, et Miko répondit modestement qu'elle faisait juste ce qu'elle pouvait. Kai eut l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part, et Miko précisa que comme Ikari veut être une héroïne pour les malades, elle voulait être simplement son héroïne personnelle. Elle s'excusa auprès de Kai et Eiri de ne pas leur avoir confié la maladie d'Ikari, mais ils lui dirent que ce n'était pas grave, ils auraient fait pareil, et promirent d'aider à trouver l'élixir. Miko les prévint cependant qu'elle n'était pas sûre qu'il existe vraiment. Eiri insista pour croire en l'élixir parce que Hikari y croyait, et Kai admit qu'il pensait que c'était qu'une légende, mais maintenant il voulait voir par lui-même. Eiri proposa d'aller plus profond dans le labyrinthe, convaincu que le monstre gardien serait aux étages inférieurs. Le lendemain, les trois se rendent au 10e étage et tombent sur un groupe de chameaux.
Sylphie chante pour améliorer les stats de tout le monde. Kai ordonne à Miko de s'occuper des monstres à droite pendant qu'Eri s'attaque à ceux de la gauche. Il décide de combattre ceux du centre, mais Belly se porte volontaire pour le remplacer. Kai accepte et Lysuria demande quoi faire, alors il lui dit de rester en attente. L'équipe se disperse. Eri abat rapidement ses cibles avec ses compétences. Miko embrouille les ennemis par des illusions pour permettre à Snatch de les achever et Belly réduit ses adversaires en miettes avec ses épées. Il réalise qu'aucun monstre n'a lâché d'élixir et Kai remarque qu'il ne sera pas si facile de mettre la main sur ce remède miracle. Il décide donc de continuer à chasser. Pendant ce temps, Luceria reste sous le choc de l'annonce de la maladie incurable d'Ikari. Sylphie se dit impatiente de trouver l'élixir rapidement et Kai remarque soudain combien il fait chaud dans le donjon. Miko trouve ça bizarre sans soleil, mais Airi hausse les épaules. Le donjon est toujours étrange. Kei demande alors à Sylphie et Luceria si elles ressentent la chaleur. Elles confirment mais disent être habituées à de telles températures extrêmes. Belly, jaloux, demande si Kai ne va pas venir le vérifier aussi, mais avant qu'il réponde, Belly sent un monstre tout près. Il alerte Kai disant qu'il est juste en dessous, et soudain un monstre jaillit du sable et s'empare de Kai. Luceria se prépare à lancer son enfer de destruction pour l'aider, mais Sylphie la met en garde, elle pourrait aussi carboniser leur maître. Miko utilise vite son sort d'illusion pour forcer le monstre à lâcher Kai, et avant que Luceria ne frappe, Belly intervient et achève la créature. Luceria fulmine d'avoir vu son moment voler et ils commencent à se disputer, mais Kai apaise tout le monde en promettant qu'elle affrontera le prochain monstre. Plus tard, il rend visite à Hikari qui plaisante en disant qu'elle voulait voir Kai se faire enrouler par le monstre. Kai répond que c'est justement la dernière chose qu'il veut que les gens voient, mais Hikari veut aussi voir la tête en colère de Lyceria. Miko et Eiri rigolent en disant que c'était plutôt mignon en fait. Hikari exprime son souhait de sortir bientôt de l'hôpital et de retourner au donjon. Miko acquiesce, mais on la voit ensuite en larmes, se demandant comment Hikari peut sourire alors qu'elle connaît sa maladie mieux que quiconque. Kei l'apaise en lui disant que sa voiture est arrivée. Eri raccompagne Miko, mais avant de partir, elle rappelle à Kai le genre de héroïne qu'elle veut être. Pour l'instant, c'est Hikari qu'elle doit protéger, une phrase que Kai a l'impression d'avoir déjà entendue quelque part. Plus tard, Katsu appelle Kai pour lui demander s'il est allé voir Hikari. Kai confirme mais avoue ne pas parvenir à lui révéler toute la vérité sur sa maladie. Il se souvient alors d'une fois où Katsu avait traité son père de menteur parce qu'il continuait d'aller au donjon malgré sa promesse de ne pas y retourner. Son père lui avait expliqué que même s'il choisissait de ne pas explorer le donjon, quelqu'un devrait percer ses secrets et il voulait être cette personne pour le bien de tous. Kai dit alors à Katsu qu'il la rappellera plus tard et réalise qu'il reste encore du temps avant la fermeture du donjon. On revoit Kai dans le donjon où Belly flaire un autre ennemi sous terre. Kai pense d'abord que c'est le même monstre qu'avant mais comprend vite que c'est autre chose quand la créature émerge du sol. Il pense ensuite au père de Katsu et se dit qu'il devrait lui aussi faire tout ce qu'il peut maintenant, en espérant que ça fera de lui un héros un jour. Plus tard, on voit Katsu remarquer Kai qui rentre du donjon visiblement épuisé. Une fois chez lui, il file directement au bain. Sa mère remarque qu'il travaille peut-être trop à son job étudiant, vu qu'il rentre tard. Lui conseille de ne pas se surmener, il la rassure, puis il s'endort de fatigue dans la baignoire. La scène suivante montre la classe de Kai le lendemain. Il arrive en retard, s'excuse auprès du prof qui lui fait remarquer qu'il est en retard tous les jours ces derniers temps. En s'asseyant, Katsu a l'air inquiète pour lui. Plus tard, quelques camarades de classe de Kai papotent du nouveau spin-off Dungeon Love, s'extasiant sur la qualité et racontant qu'ils ont enchaîné 5 épisodes d'un coup. Katsu entend alors que les amis de Kai prévoient d'aller à l'hôpital et l'invitent, mais elle décline. Elle leur demande de transmettre ses vœux à Hikari, ce qu'ils acceptent. Ensuite, on voit Kai et ses amis se diriger vers le parc, inquiets car il a l'air épuisé. Il leur dit de ne pas s'en faire, qu'il est juste somnolent. Arrivé au parc, ses amis vont voir Hikari pendant que Kai part directement au donjon chercher l'élixir. Shinji demande à Hayato s'ils doivent aider Kai à le trouver, mais Hayato répond qu'il ne ferait que le gêner, ils sont trop faibles. La scène bascule ensuite à l'hôpital où il reste avec Hikari jusqu'au soir. Il joue aux cartes avec elle et elle gagne à chaque fois. Il plaisante en disant qu'elle est trop forte et Hikari déclare fièrement qu'elle a été entraînée par Miko. Hayato propose donc de jouer à un autre jeu la prochaine fois, mais Shinji est persuadé qu'il perdra aussi. Hayato décide alors d'apporter un certain jeu vidéo à sa prochaine visite pour découvrir que Hikari est une joueuse légendaire de ce jeu aussi. Hikari commence à tousser, Hayato et Shinji la poussent à se reposer. Avant de partir, elle leur demande de remercier Katsu pour son cadeau de rétablissement et ils lui disent que Katsu s'inquiète pour elle. Hikari hoche la tête mais est triste que Katsu ne soit jamais venu la voir. Hayato tente d'expliquer que Katsu n'aime pas venir au parc, insinuant maladroitement que ça tient à la foule.
Mais Hikari sent qu'on lui cache quelque chose et se demande à voix haute si Katsu est lié au capitaine Katsuragi. Hayato et Shinji bafouillent pour éluder et Hayato laisse échapper sans faire exprès « Comment tu le sais ?» Hikari répond qu'elle lit beaucoup en ce moment et qu'un livre a mentionné le capitaine Katsuragi, ce qui l'a intrigué vu qu'ils portent le même nom et se ressemblent. Hayato, soupirant, avoue que Katsuragi est en fait le père de Katsu. Hikari n'est pas très surprise. D'après ce qu'elle a lu, le père de Katsu fut le premier capitaine de l'unité spéciale d'exploration des donjons, acclamé en héros, puis disparu après sa dernière transmission où il disait avoir atteint le 41e étage. Elle comprend alors que Katsu évite le parc parce que ça lui rappelle cet événement. Shinji ajoute que Katsu s'inquiète aussi pour Kai et les autres qui explorent le donjon, et Hikari se sent coupable d'alourdir son fardeau. Pourtant, elle croit que le capitaine Katsuragi est seulement porté disparu et qu'il y a peut-être encore de l'espoir. Elle déclare que dès qu'elle ira mieux, elle ira au 41e étage et même plus bas pour chercher le père de Katsu. Elle espère que si elle réussit, Katsu pourra revenir au parc sans tristesse et qu'un jour ils exploreront peut-être le donjon ensemble. Shinji et Hayato lui disent d'abord de guérir pour que tout cela soit possible et Hikari, déterminée, promet de se remettre. Pendant ce temps, on voit Kai et les filles affronter un sphinx dans le donjon. Sylphie se met à chanter pour booster les stats de l'équipe, le sphinx riposte par une violente attaque de feu, mais Belly tranche les flammes et Luciria enchaîne avec son enfer dévastateur, infligeant des dégâts. La bête n'est pas vaincue et tente de contre-attaquer, Miko intervient alors et plonge le sphinx dans une illusion. Eri attaque ensuite, tandis que Miko et Snatch tirent sur la créature. Finalement, Kai avance, brandit son épée magique et assène le coup de grâce. Le monstre tombe, il gagne des niveaux, Sylphie et Belly les félicitent, tandis que Luciria boude de n'avoir pas monté elle aussi. Belly tente un compliment, elle le remballe « T'es encore un millénaire trop jeune pour me flatter ?» Puis il remarque un gros cristal lâché par le sphinx et s'extasie, avant de déchanter « Ce n'est pas l'élixir qu'il cherchait ». Kei décide d'un pas décidé d'atteindre la porte aujourd'hui, mais ses compagnons réclament d'abord à manger, alors il les nourrit, puis la scène coupe chez l'expert qui annonce 4 590 000 yens gagnés dans le donjon. L'évaluatrice commence à diviser la somme en 3, mais Kai l'arrête. 4 parts, Hikari fait partie du groupe, elle s'exécute, et après ça Kai et les autres se préparent à quitter le parc. En sortant, Kai demande aux filles si c'était vraiment raisonnable d'aller fouiner dans le donjon en semaine. Elle le rassure, elle n'avait rien de prévu, puis Miko, inquiète, remarque sa fatigue et lui demande s'il dort assez. Kei balaye la question d'un geste, leur dit de ne pas s'alarmer et file vers la gare en essayant de cacher son visage épuisé. Plus tard, on le voit regarder la série dont parlaient ses camarades, histoire de choper des astuces sur les objets rares. Après le visionnage, il comprend que les chances d'obtenir du rare augmentent en descendant plus bas. Alors il se met à lire sur les monstres du 12e étage. La scène change. On le retrouve en classe, endormi. Le professeur tente de le réveiller en vain, les élèves rient de la scène. Dès la fin des cours, Kai veut filer direct au donjon, mais ses camarades l'en empêchent, le suppliant de se reposer pour la journée. Tsu insiste aussi, lui demandant de prendre un break. Elle sait qu'il fait tout ça pour Hikari et s'inquiète pour elle, mais malgré leurs supplications, Kai part obstinément quand même. Tard, on le voit planté devant l'entrée de l'escalier menant au 12e étage, entouré de ses serviteurs qui hésitent, se demandant s'ils doivent y aller sans le reste du groupe. Kai décide qu'ils entrent, mais juste pour explorer un peu. Pourtant, il est tellement épuisé qu'il s'effondre soudainement par terre. Ses serviteurs paniquent, il les rassure que ça va aller. Sophie remarque sa fatigue, Luceria aussi en s'approchant, et le ventre inquiet propose qu'on arrête les explorations pour la journée, les autres approuvant. Kei les remercie de leur sollicitude, mais insiste, ce n'est qu'une reconnaissance, tout ira bien. Il promet de faire demi-tour si c'est trop dangereux et ils descendent au 12e étage. À leur grande surprise, tout l'étage est recouvert de glace. Kai comprend qu'ils vont avoir besoin d'un meilleur équipement pour avancer. Il propose de fouiller un peu et Sylphie signale qu'elle ne détecte aucun monstre aux alentours. Ils avancent donc prudemment, mais Kai manque de s'asseoir direct sur la glace. Laceria croit pouvoir fondre la glace avec son feu de l'enfer destructeur, mais Kai la stoppe net et lui demande d'attendre. Ils avancent encore, intrigués de ne rien trouver, et Belly commente que l'endroit est étrangement angoissant. Alors qu'ils envisagent de rebrousser chemin, Sylphie perçoit soudain une présence monstrueuse qui se multiplie rapidement. Elle comprend que c'est une ruée, ils se préparent au combat, une horde fonce sur eux et Sylphie dresse son mur de vierges de fer pour les protéger en criant de fuir.
Kai s'enfuit en portant Sylphie dans ses bras. Les monstres poursuivent sans relâche. Kai réalise qu'ils n'ont d'autre choix que de combattre. Il demande à Sylphie de chanter pour booster les stats de tous. Lusiria lâche son feu de l'enfer destructeur, mais beaucoup de créatures franchissent sa barrière enflammée. Kay et les autres engagent de la bataille, abattant plusieurs ennemis. Voyant la masse adverse, Sylphie rejoint le combat elle aussi, et en plein milieu de l'affrontement, elle et Lusiria montent de niveau. Alors qu'il se bat, Kai glisse sur la glace et un monstre le projette au sol. Il se retrouve rapidement submergé par la horde, piétiné sans aucune chance de se relever. Sa vie chute vite et Belly se précipite pour le sauver. Il arrive juste à temps, mais Kai est déjà KO. Lusiria ordonne d'urgence à Belly de le prendre et de fuir, et il demande ce qu'ils vont faire. Ils absorbent les cristaux laissés par les monstres pour reprendre des forces et prévoient d'utiliser leur nouvelle capacité pour contenir l'assaut. Les monstres foncent sur eux, Sylphie et Luceria se préparent à enchaîner leurs nouvelles compétences. Luceria libère sa fureur purgatoire pendant que Sylphie déclenche le jugement de la déesse. La puissante combinaison anéantit les monstres restants. La menace écartée, Belly tente en urgence de soigner Kai avec son soin ténébreux en lançant le sort encore et encore, mais Kai reste immobile. En panique, Luceria grimpe sur lui et lui gifle les joues pour le réveiller sans effet. Sylphie, plus réfléchie, veut lui donner une potion, mais il est incapable de boire seul. D'autre choix, elle lui administre la potion bouche à bouche. Luceria, jalouse, fait de même et les deux filles continuent comme si elles participaient à un concours de baisers pour le ranimer. Belly, jaloux, tente de se joindre à elle, mais les filles l'arrêtent de vite avant que la scène ne devienne répugnante. Finalement, Kai rouvre les yeux avant l'arrivée des flics et tous poussent un souffle de soulagement. Il remercie ses serviteurs de lui avoir sauvé la vie, mais ses blessures ne sont pas tout à fait cicatrisées et il retombe dans les pommes. La scène change et on le retrouve examiné par un médecin au parc. Ses amis accourant, inquiets, il demande ce qui s'est passé. Hitsugaya explique que Kai a été pris dans une bousculade de monstres. Le médecin les rassure, les blessures de Kai guérissent tout bien grâce à la potion, mais il lui conseille du repos. Hitsugaya s'abstient de l'interroger pour la journée et les filles sont étonnées qu'il ait survécu. Nico lui demande s'il va bien, Kai, vulnérable, avoue qu'il a été terrifié. Plus tard, il quitte l'hôpital, les filles proposent de raccompagner Kai, mais il insiste, pas besoin, il les verra demain. Alors qu'il s'éloigne, il se sent misérable de ne toujours pas avoir trouvé l'élixir et il espère que Hikari pourra lui pardonner cet échec. On voit ensuite Kai brûler tout ce qu'il a rassemblé sur le capitaine Katsuragi. Note, document, chaque indice. Quand il a fini, il va voir Katsu. Il commence par s'excuser, avoue qu'il n'a pas tenu compte de ses sentiments pendant tout ce temps et qu'il comprend enfin pourquoi elle s'inquiétait tant pour lui. Kei avoue que pour la première fois l'autre jour, il a vraiment cru qu'il allait mourir dans le donjon et que cette idée l'a terrifié. Il réalise maintenant qu'Hikari lutte avec ses peurs depuis longtemps et que Katsu aussi avait peur pour lui. Il explique que son père était son héros, qu'il a toujours voulu être un héros comme lui. Le capitaine Katsuragi dirigeait l'équipe d'exploration des donjons et a accompli tant de choses, mais après sa disparition, la rumeur s'est retournée contre lui, moquerie et critiques sans pitié. Kei se rappelle avoir vu Katsu pleurer à cause de ça, et à l'époque, il n'avait pas de mots pour défendre son père. Il savait au fond de lui que ces gens avaient tort, et ça a nourri sa volonté de devenir un héros. Kei voulait achever ce que le capitaine Katsuragi avait commencé et percer les mystères du donjon, pas pour la gloire, mais pour prouver que le capitaine était un vrai héros, afin que Katsu n'ait plus à souffrir. C'est pour ça qu'il a tenu 2 longues années à tuer des slimes, mais maintenant il déclare qu'il en a fini avec le donjon et qu'il n'a aucune intention d'y retourner. Katsu, elle, ne le croit pas et le traite de menteur. Elle reconnaît que s'il l'avait commencé pour elle, c'est différent maintenant qu'il le fait pour aider Hikari. Elle se souvient d'un jour où son père lui avait demandé si elle connaissait le sens du mot « héros ». Quand elle a répondu non, il lui avait expliqué que, à l'origine, un héros protège. Un héros, c'est quelqu'un qui sait supporter la solitude, l'angoisse et le danger, prêt à se sacrifier pour les autres. Voilà ce qu'on appelle un vrai héros, putain de héros, mais à l'époque, Katsu ne comprenait pas ce que son père voulait dire. Il lui avait dit qu'un jour elle comprendrait, qu'il voulait aussi se donner à fond pour quelqu'un, et maintenant elle l'admet enfin. Elle explique à Kai que tout donner pour quelqu'un d'autre, c'est être un héros. Elle dit à Kai qu'il n'est pas un simple figurant, c'est déjà un héros, le héros d'Hikari, et le sien aussi. Katsu avoue qu'elle ne veut pas qu'il retourne dans le donjon, parce que ça la fait s'inquiéter et ça la terrifie. Mais si maintenant il renonce, elle sait qu'ils le regretteront tous les deux, elle le pousse à retourner dans le donjon pour sauver Hikari.
Kai hésite, avoue qu'il ne sait pas jusqu'où il devra descendre pour trouver l'élixir, ou même s'il existe, et Katsu, déterminé, lui sourit et lui dit de faire tout ce qu'il peut. Inspiré par ces mots, Kai la remercie et lui prend la main. Katsu rougit du contact inattendu et il lui dit qu'elle lui a redonné une raison de se battre. Elle sourit et lui fait promettre que s'il part, il reviendra en un seul morceau. Kei hoche la tête et promet de revenir. Le lendemain, de retour dans le donjon, il propose à son groupe de chasser des slimes, expliquant que s'il peut vraiment attirer n'importe quoi, comme l'a dit Eri, alors les slimes pourraient être le moyen le plus rapide pour trouver l'élixir. Il rappelle que c'est ainsi qu'il a obtenu Sylphie et Lysuria, mais Miko, prisonnière des idées reçues, insiste pour dire que les objets rares ne se trouvent que dans les étages profonds. Eri la contredit, rappelant que Kai a obtenu son épée magique au 5e étage et trouvé Sylphie et Lysuria au 1er. Sylphie approuve son maître et demande s'il connaît la loi de cause à effet. Quand Kai admet qu'il ne la connaît pas, elle explique que tout arrive à cause d'une cause. Sans cause, rien n'existe. Elle ajoute que son maître est ici parce qu'il a quelque chose à accomplir, que c'est pour ça qu'il les a tous rencontrés et qu'ils sont donc tous liés par la même loi. Elle promet qu'ils resteront toujours ensemble et qu'elle le suivra quoi qu'il arrive. Luceria soutient l'idée de Sylphie tandis que Miko et Eri se demandent où elle veut en venir. Malgré tout, ils décident de suivre le plan, motivés par l'envie d'aider Hikari, et se lancent dans la chasse aux slimes avec une énergie inépuisable, les abattant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Pourtant, malgré leurs efforts, ils ne trouvent pas de slimes rares, seulement des cristaux inutiles. Un jour, Shinji et Hayato décident de se joindre à la chasse. Sylphie est ravie de rencontrer les amis de Kai. Chacun des serviteurs de Kai se présente et Miko les remercie sincèrement pour tout ce qu'ils font pour Hikari. Ils reprennent leur chasse aux slimes, mais c'est frustrant. Juste un peu d'expérience et quelques cristaux magiques. Après un moment, pause, et Kai récompense ses serviteurs en leur donnant quelques cristaux pour leur boulot. Eri soupire en disant que c'est rare d'obtenir des objets précieux des slimes. Pour détendre l'atmosphère, Shinji souhaite joyeux Noël à tout le monde, les fêtes approchent, et Hayato, en souriant, lance que ce serait top si le Père Noël leur dénichait enfin l'élixir tant convoité. Les serviteurs ont l'air perdus, ne connaissant pas le concept du Père Noël. Kai change vite de sujet et propose une fête de Noël et ses amis acceptent avec enthousiasme. Ils décident d'emporter de quoi festoyer dans le donjon. Kai ajoute qu'il faudrait aussi prendre Hikari et Miko répond gaiement qu'il faudra déjà trouver l'élixir pour que ça arrive. À ce moment, Sylphie perçoit une présence rare non loin. Le groupe la suit et aperçoit un slim arc-en-ciel plus loin dans le donjon. Miko veut foncer mais Kai la retient, demandant à tout le monde de rester prudent. Ils n'auront peut-être pas une autre occasion, alors ils bloquent minutieusement toutes les issues. Sylphie et Luceria attaquent en premier, lançant leurs compétences spéciales sur le slim arc-en-ciel, mais ils filent entre leurs doigts, esquivant les attaques. Les autres se joignent vite, mais la créature, vive, les évite tous en zigzagant à la recherche d'une sortie. Le groupe resserre l'étau et, après un effort coordonné, parvient enfin à coincer et à vaincre le slim insaisissable. La scène bascule alors à l'hôpital où l'on voit Nico et Eri précipitamment transporter Hikari sur une civière. Le médecin court derrière eux, exigeant des explications, mais il lui crie qu'ils expliqueront plus tard. Les parents de Hikari, voyant l'urgence, décident de leur faire confiance et les regardent emmener Hikari tout droit vers le donjon. Une fois sur place, Miko réveille doucement Hikari, qui ouvre les yeux en se réveillant à demi. Kai lui montre une carte de serviteur et explique qu'elle appartient à la reine fée Titania. Luceria ajoute que Titania est un serviteur spécialisé en guérison. Miko, excité, dit à Hikari que Titania pourrait peut-être la guérir, alors Kai demande à Hikari d'invoquer Titania et de devenir sa maîtresse. Hikari hésite, demandant s'ils sont vraiment sûrs de vouloir faire ça. Il hoche la tête, s'excusant de n'avoir pu trouver l'élixir, mais Hikari sourit, reconnaissante qu'ils aient trouvé quelque chose d'utile, et accepte en invoquant Titania. La reine fée apparaît et demande aussitôt si Hikari est sa maîtresse. Hikari acquiesce et se présente. Kai et Miko expliquent en vitesse que leur maîtresse est très malade et supplient Titania de la soigner. Après examen, Titania dit qu'elle ne peut pas la guérir complètement pour l'instant à cause de son niveau actuel. Luceria, inquiète, demande s'il n'y a vraiment rien d'autre à faire et Eri rappelle que Titania a dit qu'elle ne pouvait pas guérir totalement mais peut-être partiellement. Titania confirme qu'elle peut aider jusqu'à un certain point et tout le monde la presse d'essayer. Comprenant, Titania canalise ses pouvoirs et commence à soigner Hikari. Quelques instants plus tard, Luceria demande comment elle se sent. Le visage d'Hikari s'illumine, elle se lève sans peine et bouge normalement comme si de rien n'était. Bouleversée de joie, Miko étreint Hikari avec énergie. Hikari, émue par tous leurs efforts, les remercie. C'est le plus beau cadeau de Noël qu'elle puisse recevoir. Elle appelle Miko son héroïne et ajoute que chacun là est son héros.
Elle remercie aussi Titania qui, touchée, se dit honorée par ces mots. Titania sourit et promet d'être au service de sa nouvelle maîtresse. Plus tard, on voit Kai tout raconter à Katsu. Il lui explique que la magie de guérison de Titania ne tiendra qu'1 an, mais qu'en montant de niveau, elle pourra utiliser une puissante magie de récupération nommée Yggdrasil qui, sous certaines conditions, peut soigner toutes les anomalies physiques d'un coup. Kay précise donc que leur objectif est dans l'année soit de trouver l'élixir, soit d'aider Titania à gagner suffisamment de puissance pour lancer Yggdrasil. C'est pour ça qu'il compte continuer à explorer le donjon. Katsu lui demande s'il se souvient encore de la promesse qu'il lui a faite. Kai hoche la tête et la rassure qu'il reviendra sain et sauf. Katsu sourit et lui souhaite bonne chance. Ils se tiennent là et la neige commence à tomber. Regardant les flocons, elle lui souhaite un joyeux Noël et il lui rend l'appareil. Kai rassemble son courage pour lui avouer ses sentiments, mais au moment où il ouvre la bouche, la mère de Katsu, jamais apparue jusque-là, fait soudainement son entrée. Elle l'interrompt en criant que Katsu doit rentrer ou elle va attraper la pneumonie. Alors Katsu retourne à la maison. La scène passe au jour de l'an où Kai et Katsu vont prier au sanctuaire, puis Katsu demande ce qu'il a souhaité et Kai avoue avoir prié pour pouvoir explorer le donjon en sécurité. Katsu, un peu agacé, lui dit d'arrêter d'obséder sur le donjon et de souhaiter quelque chose de normal, comme réussir ses examens d'entrée. Kai rit en voyant qu'elle a raison et elle le surprend en avouant qu'elle a souhaité la même chose. Plus tard, on voit Kai dans le donjon avec son groupe. Il dit à tout le monde de faire de leur mieux aujourd'hui et Hikari, la mine déterminée, jure de tout donner pour ceux qui souffrent de maladies. Miko annonce qu'elle se concentre sur la recherche de l'élixir. Eri affirme qu'elle veut comprendre le vrai sens de la force et Titania déclare se donner à fond pour soigner son maître. Shinji et Hayato ajoutent qu'ils sont prêts à tout et le groupe s'enfonce plus loin dans le donjon. Au fur et à mesure de leur avancée, le narrateur nous pose un contexte. Il y a 13 ans, des donjons mystérieux ont surgi dans le monde et aujourd'hui, Kai et ses amis poursuivent l'exploration de ces royaumes énigmatiques. La scène finale montre le groupe au cœur d'un combat acharné contre un dragon terrifiant et Kai, les yeux pleins de détermination, se jure à lui-même et à ses camarades qu'il sera un foutu héros un jour, fin de la saison 1 de cet animé. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour le prochain anime. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse continuer.